Bonsoir, on vous remercie d'être venus si nombreux. Cette conférence, évidemment, on a un conférencier qui est connu, de grosse notoriété, donc c'est un peu pour ça que je crois que la salle est complète. Donc Pierre-Henri Gouillon est professeur au Muséum national d'histoire naturelle, professeur à AgroParisTech, c'était l'agro auparavant, maintenant ça a changé de nom, à l'École normale supérieure de Paris, à Sciences Po. Dire quelqu'un qui a l'habitude d'intervenir auprès d'un public d'étudiants, mais également auprès de publics comme nous ce soir, puisque Pierre-Henri Gouillon a des convictions et il souhaite les faire partager au plus grand nombre, en espérant que ça permettra l'évolution de la société. Pierre-Henri Gouillon, évidemment, pour arriver à ce niveau, il a subi une formation lourde, je dirais, puisqu'il a commencé la porte par ouverte. une formation AgroParisTech, suivi d'une thèse. À l'époque, il y avait deux thèses d'ailleurs, parce qu'il y a une thèse d'État aussi, et puis une thèse de docteur ingénieur. Et puis alors, de manière très surprenante pour quelqu'un comme nous, on a l'habitude d'un parcours scientifique, eh bien un DEA de philosophie. Et ça, je crois que c'est très intéressant parce que ça ouvre des portes tout à fait différentes et je crois qu'on va en bénéficier ce soir. Donc, la problématique qui va être évoquée, c'est les causes de l'effondrement de la biodiversité. C'est quelque chose que l'on constate. Assez fréquemment, on prend l'exemple des insectes sur le pare-brise. Alors, les gens qui ont mon âge, quand ils faisaient un trajet d'une certaine durée, s'arrêtaient pour prendre de l'essence, mais également pour nettoyer le pare-brise. C'est plus le cas maintenant. Alors, question, pourquoi? Est-ce que c'est qu'il y a eu des tels progrès dans l'aérodynamique que finalement, il y a des flux d'air qui font que les insectes ne s'écrasent plus sur le pare-brise et qu'il y a toujours autant d'insectes? Ou est-ce qu'il y a moins d'insectes? Je pense que Pierre-Henri Gouillon a des réponses là-dessus et que c'est pas forcément des multinationales mal intentionnées qui ont payé des ingénieurs pour faire des progrès en aérodynamique pour qu'effectivement on préserve les insectes. Je crois que c'est pas ça exactement. Donc merci Pierre-Henri de nous faire part donc de cette conférence que nous attendons avec impatience. Bien, merci à toutes et à tous d'être là. Merci à l'équipe d'Armor Science d'avoir organisé cette conférence. Je suis d'autant plus touché que, comme j'habite à Plouaret, je me sens proche de cette région. Et je vais effectivement vous parler des problèmes de biodiversité dans le rapport entre la science et la société. Je vais vous montrer comment ces rapports sont complexes. Il y a au moins deux aspects que je voudrais développer. Et pour commencer, je voudrais vous dire que régulièrement, donc, les scientifiques alertent leurs concitoyens sur le fait qu'il y a des problèmes au niveau de la planète. Vous l'avez déjà entendu plusieurs fois. J'ai fait partie d'un groupe qui s'appelle donc The Union of Concerned Scientists, donc l'union des scientifiques concernés. Et il y a 4 ans, on avait été 15 000 à signer une tribune disant qu'il y avait de gros problèmes avec les questions d'environnement et qu'il serait bientôt trop tard. Cette tribune a été reprise largement dans la presse, dans Le Monde, etc. En fait, ça c'est l'article original qu'on a publié. Vous voyez que ça finit par a second notice, donc c'était la deuxième fois qu'on prévenait les gens. La première fois qu'on avait lancé un cri d'alarme, c'était en 1992. Donc ça, il y en a peut-être certains d'entre vous et certaines qui s'en souviennent, mais pas tous. Donc c'était le sommet de Rio, le premier sommet de la Terre, où tous les États du monde s'étaient réunis pour discuter de ces problèmes. Et on avait lancé cette première alarme. Voilà, il a été publié à ce moment-là par donc cette union. Et ce cri d'alarme que nous avions envoyé en 92 est resté totalement inaperçu, parce qu'au même moment, un autre appel a été lancé qui s'appelait l'appel de Heidelberg, signé par beaucoup de scientifiques, signé par beaucoup de prix Nobel. Et cet appel de Heidelberg, ce qui est intéressant, c'est qu'il était extrêmement pervers. Il disait que bien sûr, il fallait s'occuper des problèmes d'environnement, mais qu'il fallait faire attention. Parce que les défenseurs de l'environnement étaient animés par une idéologie irrationnelle qui s'oppose au développement scientifique et industriel. En gros, les écolos, c'est des gens qui sont contre le progrès, qui veulent qu'on retourne à la bougie, etc., etc. Et cette manière de prendre les choses va
on va constamment, vous allez voir, être dans ce problème du fait que dès qu'il y a un cri d'alarme qui est lancé, eh bien, il y a des gens pour dire que ce cri d'alarme n'est pas sérieux parce qu'il est lancé par des écologistes qui ne sont pas des gens sérieux. Alors le texte de l'appel de Heidelberg, si ça vous intéresse, vous pourrez le trouver sur le web, je ne vous le lis pas, mais il est extrêmement pervers. Quand on le lit au premier degré, on ne se rend pas compte de ce qui se passe. C'est le Figaro qui a publié l'appel de Heidelberg le premier en France, et donc il avait mis sur sa une « Des scientifiques s'inquiètent du tout écologie ». Libération avait renchéri en disant « Rio, faut-il brûler les écologistes ?» Le Monde avait été plus mesuré en disant « Rio contre Heidelberg ». Bon, je passe là-dessus, il y a des tas de phrases donc, qui disent que le progrès, ça suppose d'écoute, et puis tant pis, il faut le faire quand même parce qu'il faut progresser. Et ça, c'est le travail d'un certain nombre de gens qu'on appelle les marchands de doute. Les marchands de doute, donc, c'est un terme qui a été inventé par deux sociologues américaines et américains, Naomi Oreskes et Eric Conway. Et dans ce livre, ils montrent comment, progressivement, s'est fabriquée une profession qui consiste à essayer de discréditer les données scientifiques qui ne vont pas dans le bon sens par rapport à certains entrepreneurs. On va revenir là-dessus. Donc à gauche, vous avez la couverture en anglaise et à droite, le livre est traduit en français et il est facile à se procurer. Voilà, quand notre appel de 15 000 scientifiques est sorti, ça c'est l'article du Monde, et bien tout de suite, sur un certain nombre de sites, les marchands de doute se sont bien excités. Alors il y a des sites remarquables comme celui-là, Agriculture, alimentation, santé publique, soyons rationnels. Vous voyez que voilà un titre qui inspire confiance. Le mot rationnel est maintenant totalement préempté par les marchands de doute, je vous préviens. Quand vous voyez des gens qui se réclament de la rationalité, méfiez-vous, parce que c'est souvent comme ça. Donc là, ce qu'ils avaient titré, c'est 15 000 scientifiques signent n'importe quoi sur l'avenir de la planète. Voilà comment ils ont considéré ce qu'on avait dit. Et même, vous voyez, dans la suite de l'article, ils donnent une image très négative de ce que nous avions raconté. Alors, la biodiversité et le progrès sont en conflit. Enfin, ou au moins une certaine manière de voir le progrès. C'est ça la difficulté, c'est que le mot progrès a été préempté aussi, en quelque sorte, par un certain nombre d'activités techniques qui prétendent s'approprier le progrès. C'est-à-dire qu'on va, n'importe quelle technique, puisque c'est nouveau, etc., c'est le progrès, etc., il ne faut pas arrêter le progrès, il ne faut pas freiner le progrès. Et donc on est constamment, et évidemment, les gens qui s'occupent d'environnement auraient tendance à dire qu'il faut peut-être aller un peu moins vite, il faut peut-être réfléchir avant d'agir, etc. Et donc le progrès est devenu en fait antinomique avec l'écologie et avec la complicité d'un certain nombre de scientifiques. Ça, un jour j'avais fait un débat là-dessus dans un café à Paris, il y avait Charb, donc de Charlie Hebdo, malheureusement, qui a disparu comme vous le savez, qui avait dessiné ça sur un coin de table. Et donc vous voyez que effectivement, je voudrais vous dire que les scientifiques ne sont pas exempts, ne sont pas des gens qui ne peuvent pas se tromper, surtout pas. Ouais, alors la biodiversité se porte mal, vous savez que les récifs coralliens, par exemple, sont en train de blanchir et que tous les animaux et les végétaux crèvent dans ces récifs coralliens à cause de problèmes du CO2 dans l'atmosphère, du changement climatique, etc. Actuellement, la nature se porte mal, je reviendrai un tout petit peu là-dessus, je ne vais pas vous faire une longue litanie de tout ce qui va mal, je pense que vous le savez déjà. Je voudrais juste discuter justement des questions philosophiques, sociétales, et puis aussi des questions sociologiques qui concernent ces questions. Alors, l'idée du progrès, elle naît au XVIIIe siècle, le siècle des Lumières, c'est à ce moment-là qu'on va décider que tout ce qui est nouveau est mieux que ce qui est ancien. Et donc cette vision du progrès, elle est très claire. Il va y avoir une idée où la science produit des connaissances, les connaissances permettent de faire de la technique règle les problèmes, et comme les problèmes sont réglés, les humains vivent dans une grande harmonie, et s'élève l'âme et l'esprit, et donc il y a un progrès des connaissances, et un progrès moral et social. Bon, on a des tas d'éléments pour dire que ça ne marche pas aussi bien que ça, mais si vous voulez, on en discutera après, je ne vais pas pesantir maintenant. Et dans ce cadre-là, eh bien, la nature peut être vue de façon très différente. Alors au XVIIIe siècle, Jean-Jacques Rousseau explique que la nature est bonne. Il dit que le tableau de la nature ne lui offre qu'harmonie et proportion, alors que celui du genre humain ne lui offre que confusion et désordre. Donc voilà, pour Rousseau, c'est les humains qui bousillent tout, mais la nature elle-même était bonne. Au Jardin des Plantes, donc à Paris, où je travaille maintenant au muséum, eh bien, le directeur de la fin du XVIIIe siècle pensait que la nature était très très bonne. Il s'appelait Bernardin de Saint-Pierre et il a écrit Paul et Virginie, des jeunes enfants sauvés par la nature. Mais dans les harmonies de la nature, il explique que tout est fait pour que les humains soient bien sur Terre. Dans la preuve, le melon a des dessins de tranches afin d'être mangé en famille. Et la citrouille étant plus grosse, c'est fait pour être mangée avec les voisins. Donc vous voyez que vraiment tout est fait pour que ça aille bien. Donc voilà une vision très positive de la nature, mais au même temps, eh bien, à la même époque, il y a d'autres gens qui n'ont pas du tout le même avis. Buffon, par exemple,
Buffon qui a régné sur le jardin du roi avant qu'il devienne le jardin des plantes au XVIIIe siècle, donc c'est la Révolution qui va évidemment changer le nom. Buffon, lui, en revanche, alors bon, c'était un très grand naturaliste, c'était le deuxième plus grand naturaliste du XVIIIe siècle, on parlera du premier après, mais c'était aussi un industriel, hein. Il avait des forges à Montbard, près de Dijon. Peut-être que c'est ça qui changeait un peu sa vision du progrès. Lui, il déteste la nature, hein. Il dit « Voyez ces plages désertes, ces tristes contrées où l'homme n'a jamais résidé ». Alors, hein, où l'homme n'a jamais résidé, donc la nature sauvage. Il dit que la nature qui partout ailleurs brille par sa jeunesse paraît ici dans la décrépitude. Elle n'offre qu'un espace encombré, traversé de vieux arbres chargés de plantes parasites, de lichens, d'agarics, fruits impurs de la corruption. Ça, c'est pour les forêts du haut. En bas, des eaux mortes et croupissantes qui ne nourrissent que des insectes vénéneux et servent de repère aux animaux immondes. Et l'homme, là-dedans, l'homme, il dit la nature brute est hideuse et mourante. C'est moi, l'homme, moi seul qui peut la rendre agréable et vivante, desséchons ses marais, animons ses eaux mortes, mettons le feu à cette bourre superflue, à ces vieilles forêts déjà demi-consommées, achevons de détruire avec le fer ce que le feu n'aura pu consumer. Donc vous voyez qu'il n'y va pas avec le dos de la cuillère, Buffon. Hein. Bientôt, au lieu du jonc, du nénuphar dont le crapaud composait son venin, une nature nouvelle va sortir de nos mains. Quelle est belle cette nature cultivée. Je vous ai mis un petit extrait là de 4 pages de diatribe contre la nature. Hein. Donc vous voyez qu'au XVIIIe siècle, le progrès, chez les gens comme Buffon, ça veut dire la destruction de la nature sauvage et son remplacement par une nature totalement domestiquée. Et vous voyez l'opposition entre Buffon et Rousseau. En gros, ce débat-là n'a pas changé depuis le XVIIIe siècle. Hein, ça fait 3 siècles qu'on a les mêmes, les uns qui disent que la nature est bonne, les autres qui disent que la nature est mauvaise. Et il faudrait peut-être qu'on progresse un peu sur le plan philosophique. Bon, moi, voilà. On va se débarrasser de Buffon. J'ai beaucoup de mal à enlever la statue. Hein, mais... Alors, dans ce cadre-là, la biodiversité, qu'est-ce que c'est? Alors, je voudrais vous dire que l'une des difficultés qu'on a quand on fait de la science, c'est que nous vivons dans une société avec des présupposés, avec des choses que tout le monde admet. Et la biodiversité, eh bien, quand on la présente, on est obligé de montrer des petites photos comme ça. Alors, je le fais pour vous faire plaisir. Hein, je ne recommencerai pas, je vous préviens. Profitez-en, parce que je pense que c'est une très mauvaise manière de la présenter. Pourquoi c'est une très mauvaise manière de la présenter? D'abord, on a choisi les photos, on aurait pu mettre d'autres bêtes, par exemple les moustiques tigres. C'est pas sûr que tout le monde veuille absolument des moustiques tigres chez soi. Hein. Et puis, si on choisit d'autres espèces, donc, tout de suite, c'est moins bien, quoi, la biodiversité. Alors, pardon. Voilà, donc ça, c'est un premier point. C'est un peu manipulatoire de choisir les photos. La deuxième chose, qui est bien plus grave encore, c'est que ça présente la biodiversité comme une sorte de collection de timbres, avec des objets posés les uns à côté des autres. Et malheureusement, eh bien, cette vision-là, c'est une vision qui correspond à notre culture profonde. Elle correspond à notre culture profonde, et quand on a commencé à organiser la biodiversité, le plus grand naturaliste du XVIIIe siècle, c'était un Suédois qui s'appelait Carl Linné. Il a organisé la biodiversité, il a fabriqué un système de la nature, il a même créé une nouvelle science qui s'appelle la systématique, qui produit ces systèmes, des systèmes qui permettent de classer les êtres vivants pour s'y retrouver un petit peu dans ce fouillis, hein, de classer et nommer les êtres vivants. Et Linné le fait en partant des espèces, et il le fait sur une base théorique très claire. Hein. Ils disent que toutes les espèces tiennent leur origine de leur souche, en première instance de la main même du Créateur Tout-Puissant. Donc c'est les espèces qui sont les créatures de Dieu. Hein. Ce n'est pas les individus, c'est les espèces. Hein. Car l'auteur de la nature, en créant les espèces, imposa à ces créatures une loi éternelle. Donc les espèces, elles ont été créées, elles sont éternelles, elles se reproduisent et elles se multiplient dans les limites de leur propre type, c'est-à-dire qu'elles sont immuables. Le monde dans lequel Linné nous présente son système, c'est un monde issu de la Genèse, un monde créé une fois pour toutes et immuable. Et la plupart d'entre nous, je pense, savent bien qu'il y a eu une évolution, que les espèces ne sont pas apparues telles quelles, etc. Mais n'empêche qu'on n'arrive pas à penser comme ça vraiment. On le sait, mais on ne pense pas comme ça. J'ai vu beaucoup de gens qui sont des gens très bien intentionnés, qui veulent conserver la nature, qui disent qu'il faut retourner à un équilibre ancestral de la nature. Mais si vous comprenez qu'il y a eu une évolution constante depuis le début des temps, eh bien vous devez savoir qu'il n'y a pas d'équilibre. En fait, la nature change tout le temps. Il n'y a pas moyen de revenir en arrière, il n'y a pas moyen de refaire la nature telle qu'elle était avant. La nature change et ça, c'est normal. Bon, alors vous allez me dire, ah bah alors tout va bien, c'est pas grave si les choses s'éteignent. Bah, c'est pas tout à fait comme ça. En fait, si on veut comprendre la biodiversité, il faut repartir des idées de Darwin. Hein. Et Darwin, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a proposé l'idée de sélection naturelle, donc le fait que
les individus rentrent en compétition les uns avec les autres, que certains vont réussir à survivre et d'autres pas, et ainsi de suite. Et il va exprimer ses idées dans un dessin. Dans l'origine des espèces, Darwin illustrait richement tous ses livres, mais l'origine des espèces, qui est son principal livre, il a mis un seul dessin, c'est celui-là, et comme il ne laissait rien au hasard, c'est pas un hasard. Bon, il est un peu compliqué ce dessin, et il n'est pas très sexy. J'avoue qu'il est moins sexy que les photos de biodiversité de tout à l'heure. Bon, mais n'empêche que j'aimerais bien que vous pensiez à ce dessin quand vous penserez à la biodiversité maintenant. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce dessin? Le temps va de bas en haut. Ça, c'est parce que Darwin était géologue au départ. Chez les géologues, les couches d'en dessous, c'est les couches les plus anciennes. En plus, d'ailleurs, le temps, il est mis en couches au lieu d'être linéaire. Bon, ça, c'est un truc de géologue encore. Mais à part ça, c'est bien. Et voilà. L'axe horizontal, lui, c'est un axe très abstrait qui décrit les différences écologiques entre les individus. Évidemment, le mot n'existait pas à l'époque. Il parle de différence de place dans l'économie de la nature. Donc, plus deux points sont éloignés, plus ils sont différents du point de vue de leur écologie. Plus deux points sont proches, plus ils sont semblables, et donc plus ils sont en compétition pour les mêmes ressources. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, au cours du temps, si je regarde simplement cette branche, bon, il commente ce dessin pendant 60 pages, je vais vous faire un très rapide résumé. Hein. Donc, il y a constamment des productions de nouveautés par les êtres vivants. Les êtres vivants font toujours des descendants différents d'eux-mêmes. Il y a donc plein de lignées nouvelles qui apparaissent, et ces lignées, puisqu'elles sont proches, rentrent en compétition. Celles qui souffrent le moins de la compétition, c'est celles qui sont le plus différentes. Donc, celles du bord vont mieux survivre que celles du milieu. Les lignées du milieu s'éteignent, celles du bord se maintiennent et on recommence. Au fur et à mesure, du coup, se fabriquent des lignées qui vont diverger au cours du temps. Beaucoup vont s'éteindre, il y a énormément d'extinctions dans ce schéma, mais certaines vont se maintenir et du coup, à la fin, on aura une certaine diversité qui n'est pas du tout la même qu'au début, hein, mais c'est toujours de la diversité. Donc vous voyez que vous pouvez maintenir la diversité même s'il y a des choses qui s'éteignent parce qu'il y a des choses nouvelles qui apparaissent et qu'il y a des divergences. On commence à voir l'aspect dynamique de la biodiversité. Alors, pour ça, il faut comprendre que les espèces ne sont pas des trucs très, très stables, très sages. Hein, parce qu'à l'école, on vous a appris une espèce, un ensemble d'individus qui se croisent entre eux, pas avec les autres. Ça, c'est ce qu'on raconte à l'école parce que c'est bien pratique, mais c'est pas vrai. Hein. Les espèces n'arrêtent pas de faire des trucs interdits. Bon, les rhinocéros et les éléphants, je crois que ça donne rien. Mais les lions et les tigres, ça fait pas si longtemps que ça qu'on sait qu'ils sont capables de faire des descendants. Quand les descendants sont apparus, tout de suite, j'ai entendu plein de gens dire « Ah oui, mais ils vont être stériles ». Bah oui, ils étaient tout petits, on ne savait pas encore. Ben non, ils ne sont pas stériles, je vous préviens. C'est raté, ils font des petits et on en est à la 3e génération. Les chevaux, les ânes, les zèbres, c'est pareil, ça se croise dans tous les sens. Oui, il est très mignon celui-là, toujours beaucoup de succès, oui. Évidemment que certains mulets sont stériles, mais pas tous. Donc voilà. Et puis ça, c'est un hybride chèvre-mouton. Qui est stérile, qui est fertile, alors que les chèvres et les moutons, on est largement au-delà du niveau de l'espèce. Hein. Les ovins et les caprins, on est au-dessus du genre, hein, pour les gens qui connaissent un peu la classification, donc on est déjà à des niveaux de divergence assez élevés, bah, c'est toujours fertile. Voilà. Donc, les espèces, c'est pas du tout ce qu'on croit, c'est pas des entités bien fixes. Vous comprenez, si jamais on pouvait définir clairement chaque espèce, eh ben, ça voudrait dire que c'est fixe. Pour comprendre l'évolution, il faut comprendre que les espèces ne sont pas des éléments stables. Hein. Darwin s'en est bien rendu compte. Excusez-moi, je l'ai laissé en anglais, mais je vais vous le traduire. Hein. Il a écrit, juste l'année d'après la publication de son livre, « Je suis souvent désespéré d'obtenir que la majorité des naturalistes simplement me comprennent. Des gens intelligents qui ne sont pas des naturalistes et qui n'ont pas une idée bigote du terme espèce montrent plus de clarté d'esprit. » Je vous l'ai laissé en anglais parce que je voulais que vous voyiez le mot bigote. Hein, c'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Vous voyez qu'il y a quelque chose de religieux dans cette vision fixe de l'espèce. Notre culture est fondée sur la genèse, notre vision de l'espèce est fixe et elle nous est donnée à l'école, malheureusement. À l'école, on continue à nous raconter les SVT, les sciences de la vie et de la terre, comme si tout était stable. Hein. Et puis un beau jour, en 3e, on commence à nous dire qu'il y a eu de l'évolution. Puis en terminale, si on fait vraiment des sciences, alors on apprend vraiment des trucs sur l'évolution. C'est catastrophique. Hein. J'ai essayé de dire aux inspecteurs généraux qu'il fallait absolument parler d'évolution dès le primaire. Et il y en a même un qui m'a dit « Ah oui, il faut respecter l'ordre de découverte des choses. » J'ai dit bah, « C'est ça, vous n'avez qu'à dire au primaire que la Terre est plate. Et puis, en 3e, on dira qu'elle est un peu bombée. Puis alors, pour ceux qui feront des sciences, on leur dira que bah non, il faut partir des choses vraies. Hein, c'est quand même... Voilà. Donc,
Donc actuellement, nous baignons dans une ambiance sociale qui nous empêche de comprendre la biodiversité parce que nous avons une vision statique du monde. C'est celle-là qui nous est donnée à l'école. Les êtres vivants sont comme ça. Voilà. Normalement, toute la SVT devrait être enseignée comme une conséquence de l'évolution. C'est absolument pas ce qui est fait. Voilà. À la fin de son livre, la dernière phrase de son livre, il dit « Une quantité infinie de belles et admirables formes sorties d'un commencement si simple n'ont pas cessé de se développer et se développent encore. » Vous voyez cette dernière proposition qui est si importante et qu'on oublie tout le temps. Parce que beaucoup de gens croient qu'ils parlent d'évolution, mais en fait, ils parlent de création. Ils remplacent juste le mot créateur par le mot évolution. Ils disent pas le créateur a créé les espèces, ils disent l'évolution a créé les espèces. Et puis voilà, c'est bon. Mais non, l'évolution n'a pas créé les espèces. L'évolution crée constamment et détruit constamment ce qu'elle fait. Et alors le meilleur, c'est quand ils nous disent l'évolution a créé les espèces et à la fin, elle a créé l'homme. Là, on est vraiment dans la Genèse. On a mis l'évolution à la place de Dieu. Bon, c'est pas du tout de ça qu'il s'agit. Il faut bien voir les choses comme un mouvement perpétuel. Ce que je voudrais que vous compreniez, c'est que dans ce schéma, ce qui se passe, c'est qu'il y a constamment des extinctions. D'ailleurs, s'il n'y avait pas d'extinction, il n'y aurait pas de biodiversité au sens où on l'entend, parce que si les formes intermédiaires ne s'éteignaient pas, alors les lignées ne seraient pas séparées. On n'aurait pas des formes différentes, les espèces, c'est parce qu'on sait bien reconnaître une espèce d'une autre, c'est parce que justement les formes intermédiaires se sont éteintes. Donc l'extinction fait partie du processus. Mais ce processus, comme je vous l'ai dit, c'est un processus qui contient des extinctions, des apparitions de nouveautés et de la divergence. Et tout ça, ça crée une dynamique. Et cette dynamique, c'est ça la biodiversité. Donc ne voyez pas la biodiversité comme un état, mais comme une dynamique. Ça change tout. Parce que peut-être qu'il y a un équilibre de la biodiversité, mais c'est un équilibre dynamique. C'est comme l'équilibre d'un vélo, si vous voulez. C'est parce que ça bouge que ça se maintient. C'est parce qu'il y a des nouveautés qui arrivent, c'est parce qu'il y a des extinctions que la biodiversité se maintient. Elle se maintient globalement. Ce n'est pas les mêmes individus, ce n'est pas les mêmes espèces, mais c'est toujours de la biodiversité. Un équilibre dynamique, ça ne marche pas du tout comme un équilibre statique. Vous voyez, un équilibre statique, je pose un objet sur une table, il est en équilibre statique, c'est-à-dire que tant que je n'y touche pas trop, il y reste, et puis si jamais je le touche trop, il va tomber. Voilà. Eh bien ça, c'est un équilibre statique. La biodiversité, ça ne marche pas comme ça. C'est pour ça d'ailleurs que j'aime pas le mot érosion. L'érosion de la biodiversité, et l'érosion, c'est une falaise, c'est un truc qui ne bouge pas, qui s'érode. Je parle d'effondrement parce que la biodiversité est en train de tomber comme un vélo. Un équilibre dynamique, ce qu'il y a de remarquable, c'est que c'est si vous l'arrêtez qu'il tombe. Donc les gens qui croient qu'ils vont sauver la biodiversité en empêchant que ça bouge, sont des gens très dangereux. C'est pas qu'il ne faut pas que ça bouge, c'est qu'il faut que ça bouge d'une certaine façon. Autre exemple d'un équilibre dynamique, un satellite, ça tourne autour de la Terre et c'est grâce au fait qu'il tourne qu'il se maintient. S'il ralentit, vous savez qu'il va tomber. Il ne tombe pas tout de suite, mais vous savez qu'il va tomber. C'est ça qu'on observe avec la biodiversité actuellement. Tous les indicateurs nous disent que le mouvement est en train de se casser la figure. Et évidemment, à la fin, il finira par tomber. Et j'espère qu'on n'en arrivera pas là avec la biodiversité. Les crises précédentes sont arrivées à des extrêmes, c'est-à-dire plus de 4% des formes vivantes qui ont disparu. Si ça arrivait, je pense que ça serait vraiment pas drôle pour les humains qui vivraient ce moment-là. Je ne vais pas vous faire, je vous l'ai dit, la litanie des choses qui ne vont pas. Je voudrais juste vous donner un chiffre. Dans les zones protégées européennes, 75% de la biomasse d'insectes a disparu en 27 ans. 75% de la biomasse disparaît en 27 ans. On voit qu'on est vraiment dans une dynamique d'effondrement. Il faut arrêter ça, il faut relancer la machine, il faut empêcher que ça continue. Ce résultat, il a été repris dans tous les journaux, dans le Guardian en Angleterre. Voilà, la Tribune de Genève qui en avait fait un titre aussi, etc. C'est un résultat qui a fait beaucoup de bruit. Mais je voudrais que vous compreniez que perdre de la biomasse, c'est comme pour un satellite de perdre de la vitesse. Ça veut dire que le système est en train de s'effondrer. Vous avez tous entendu parler du GIEC pour le climat? Oui. Il y a la même chose pour la biodiversité. La plupart des gens n'en ont jamais entendu parler. Ça s'appelle l'IPBES. Donc c'est la plateforme internationale pour la biodiversité et les services écosystémiques en français. Et l'IPBES publie régulièrement, et vous trouverez sur le web facilement, et dans toutes les langues, des communiqués disant que la nature décline. Donc on est dans cette phase d'effondrement. Je voulais prendre un dernier exemple sur comment essayer d'agir sur ces systèmes. Donc je vous l'ai dit, il ne faut pas arrêter le vélo, c'est pas comme ça qu'on l'empêche de tomber. Autre remarque, notre corps est en équilibre dynamique avec son environnement, on mange, on excrète, on respire, c'est ça qui fait qu'on est vivant. Imaginez quelqu'un qui vous dise « je t'aime, je veux te conserver, je vais te mettre au frigo ».
voyez bien que ça ne serait pas une bonne solution. Eh bien, je voudrais que vous voyiez que les gens qui vont prétendre qu'ils vont conserver la biodiversité en la mettant au frigo, c'est la même chose. La biodiversité a une dynamique, essayer de la congeler, essayer de l'empêcher de bouger, c'est la détruire. Donc vous voyez que la vision biblique que nous avons tous du monde qui nous entoure, parce que c'est là-dedans qu'on a baigné, on a tous entendu parler d'Adam et Ève avant d'entendre parler de Darwin, eh bien cette genèse est une manière de nous... a un défaut, c'est que ça nous empêche de voir l'aspect dynamique et du coup ça peut nous emmener sur des mauvaises voies en termes de conservation. Bien, ensuite, eh bien, le progrès a joué, on l'a vu, il joue contre la nature. Le progrès s'est développé dans le domaine agricole. Sur ce plan-là, d'ailleurs, je voulais signaler donc, un livre qui est sorti il n'y a pas longtemps, hein, signé par une des personnes présentes ici, Marc Dufumier, donc sur nature, culture, agriculture, pour une conscience terrestre. Donc voilà, je vous signale ce livre, vous pouvez le commander chez Goualard. Ça va Marc, j'en ai dit assez. Donc dans le domaine agricole, eh bien, le progrès il s'est exercé d'une drôle de façon. Je n'aurai pas le temps de vous en faire un historique complet. L'agriculture, c'est un travail extrêmement fatigant. Hein. On peut la représenter avec des images bucoliques comme ça, mais s'il y a des types couchés par terre, c'est pas parce qu'ils sont paresseux, c'est parce qu'ils sont épuisés. Le travail agricole, c'est un travail épuisant. Aujourd'hui, on a beaucoup mécanisé, alors c'est un peu moins fatigant à certains points de vue, mais ça reste extrêmement dur quand même. Et la mécanisation a fait partie donc de tout un syndrome de l'agriculture industrielle moderne qui a été jusqu'à des extrêmes, des excès, qui posent un problème grave. Et le premier problème, il y a deux problèmes, si vous voulez, dont je voudrais parler aujourd'hui. Le premier, c'est que pour faire des trucs comme ça, il faut des cultures extrêmement homogènes. Donc en fait, la philosophie que moi j'ai eue quand j'étais étudiant à l'agro, hein, on m'a expliqué qu'il fallait homogénéiser les environnements, homogénéiser les plantes qu'on mettait dessus, prendre la meilleure plante dans le meilleur environnement possible, on fait pareil partout et puis tout va bien. Voilà, en gros. Hein. Pour être tranquille, d'ailleurs, l'idéal, c'était d'avoir un sol totalement mort. Comme ça, il ne nous casse plus les pieds, les machins vivants dedans. On s'occupe que des 5 cm du haut. Là, on met tous les produits qu'il faut et les graines qu'on veut. On ne veut pas d'autres graines que les nôtres. Et comme ça, on va contrôler parfaitement ce qui se passe. Voilà le rêve de l'agronome des années 70 que j'étais à l'époque. On avait quelques profs qui ne nous disaient pas ça, mais ils n'étaient pas majoritaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Mettre les mêmes plantes partout, etc. Ça veut dire que ces plantes, elles sont capables de supporter rien du tout comme contrainte. Donc comment on va faire pour faire survivre des plantes totalement homogènes sur des surfaces pareilles? Ben, c'est pas compliqué, on va mettre des pesticides. La seule solution pour faire survivre des plantes aussi mal fichues que les plantes qu'on cultive actuellement, toutes pareilles, sélectionnées pour produire mais pour résister à rien du tout, c'est de les traiter, de leur mettre des engrais en quantité déraisonnable, etc. Une agriculture avec énormément d'intrants, hein, les engrais, les pesticides, administrés de façon de plus en plus lourde. Ça a permis à des grandes entreprises de chimie de se développer. Ça, c'est une photo de l'usine Monsanto, donc dans les années 1970. Ces entreprises, alors je n'aurai pas le temps non plus de développer ça, mais sachez que la chimie agricole est issue de la chimie de guerre. C'est pas indépendant. On pourra en reparler dans la discussion si vous voulez, mais je n'aurai pas le temps de faire ça maintenant. Et ces entreprises, il s'est passé un truc que j'ai trouvé extraordinaire, c'est qu'elles se sont reconverties largement, elles font de moins en moins de chimie, elles font beaucoup de chimie quand même, elles produisent beaucoup de chimie, mais elles produisent aussi beaucoup de plantes transgéniques, des plantes transgéniques qui permettent de vendre leur chimie, puisqu'on fabrique par exemple des sojas, ou des blés, ou des maïs, ou tout ce que vous voudrez, qui résistent au Roundup, et on vous vend en même temps la semence avec le Roundup. Et du coup, c'est bien, ça permet de vendre les deux en même temps. Ça permet surtout aussi de vendre le Roundup très cher, même une fois qu'il est tombé dans le domaine public, puisque le brevet du glyphosate qui est dans le Roundup est tombé dans le domaine public en 2000, mais on n'a pas le droit d'acheter des plantes résistantes au Roundup sans acheter le Roundup Monsanto avec, enfin maintenant Bayer. Voilà. Et puis, grâce à ça, on va réussir à faire des choses extraordinaires. Des dizaines de millions d'hectares en Amérique du Sud, du même soja transgénique. Une seule plante sur des dizaines de millions d'hectares. Hein. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, évidemment,
Si jamais il y a un problème climatique, s'il y a une nouvelle bestiole qui arrive, si jamais il y a une maladie qui arrive, ces trucs-là ne résistent à rien, et donc il va falloir mettre de la chimie en quantité. Évidemment, là-bas, tous les traitements sont faits en avion. C'est d'autant plus pratique que comme ça, quand on passe au bord des champs, on arrose un peu les champs des voisins qui ne cultivent pas du soja Monsanto. Du coup, le soja du voisin, les cultures du voisin meurent, et au bout de quelques années, il est obligé de finalement vendre ses terres, et ça va permettre de faire un peu plus de soja. Voilà comment l'Amérique du Sud est devenue un exportateur extraordinaire de soja. Ce soja ne sert qu'à nourrir nos animaux d'élevage. Il ne s'agit pas de nourrir les gens d'Amérique du Sud. Donc voilà une agriculture qui n'est pas durable. Vous le voyez bien, c'est une agriculture qui est fondée sur de la chimie lourde, qui est fondée sur des moyens techniques importants, qui est fondée donc sur beaucoup d'argent. Et je voudrais vous dire que jusqu'aux années 1980, jusqu'à 1998, les entreprises qui faisaient ça avaient un seul slogan, c'était « c'est nous qui représentons le progrès et c'est nous qui représentons la compétitivité économique ». Ça marchait de moins en moins bien. En 1998, les gens ont commencé à râler après les OGM, etc. Et toutes ces entreprises ont demandé à des boîtes de com de trouver un slogan qui porte leur activité. Et c'est une boîte de com anglaise donc, qui a trouvé le slogan « Nourrir la planète ». Le but de ces gens-là n'a jamais été de nourrir la planète, ce n'est pas leur problème. Et d'ailleurs, je voudrais que vous compreniez bien que cette agriculture ne peut pas nourrir la planète. Pourquoi? Parce que c'est une agriculture extrêmement inégalitaire, c'est-à-dire qu'il y a des gens très riches qui vont pouvoir faire ce genre de choses, et puis il y a plein de gens pauvres qui ne vont rien pouvoir faire du tout et qui vont partir dans les favelas. Donc en réalité, l'agriculture industrielle produit, mais elle produit de façon très inégalitaire. Vous savez sans doute qu'aujourd'hui, on produit assez pour nourrir toute la planète, mais qu'il y a quand même 1 milliard de personnes qui ne mangent pas du tout à leur faim, dont quelques centaines de millions qui meurent de faim vraiment. Pourquoi ces gens meurent de faim? Pas du tout parce qu'on ne produit pas assez, parce qu'ils n'ont pas de quoi s'acheter à manger. Donc l'inégalité, c'est ça qui crée les gens qui meurent de faim. Ce n'est pas le fait que la production est insuffisante. Donc si on faisait un système plus égalitaire, il n'y aurait plus de gens qui meurent de faim. C'est déjà possible techniquement. Et alors du coup, évidemment, comme il y a des gens qui meurent de faim parce qu'ils ne peuvent pas acheter à manger, les autres, ils ont trop. Voilà pourquoi on est gros. Voilà. On nous dit qu'il ne faut pas gaspiller. Ils sont fous, ils veulent qu'on mange tout. Ça sera encore pire. Je veux dire, ce qu'il faut, si vous voulez qu'on gaspille plus, il faut juste que les gens pauvres puissent acheter à manger. Comme ça, on ne gaspillera pas. Donc l'inégalité, c'est ça qui crée qui crée énormément de problèmes sur Terre. Je n'insiste pas sur les questions démographiques aussi, évidemment. Les gens qui font beaucoup d'enfants, les peuples qui font beaucoup d'enfants, c'est les peuples pauvres exclusivement. Donc si vous avez peur qu'il y ait trop de monde sur Terre, débrouillez-vous pour qu'il n'y ait plus de pauvres. Je voudrais vous dire que le brevet lié aux OGM permet à certaines entreprises actuellement de s'approprier les ressources génétiques de la planète et d'homogénéiser les cultures à l'échelle planétaire. Actuellement, nous assistons à une homogénéisation des cultures à l'échelle planétaire sur le plan génétique, et tout ça avec un développement énorme des pesticides. La FAO parle de l'érosion génétique des plantes cultivées, etc. Tout le monde s'en préoccupe, et d'ailleurs, on a trouvé la solution. Vous savez, ça y est, la diversité des plantes cultivées est sauvée, on la met au frigo, et ben voilà. Donc, on est en train de mettre toutes les plantes cultivées qu'on possible dans un sous-sol en Norvège, donc sur l'île de Svalbard. Je vous ai déjà dit ce que je pensais de cette solution pour conserver la biodiversité. Je ne vais pas insister beaucoup, mais je voudrais que vous compreniez bien qu'il s'agit d'une entreprise folle d'une part, puisque les graines qui vont être mises dans ce silo vont perdre leur pouvoir germinatif, elles vont mourir en fait. Donc en fait, ce n'est pas une banque de graines, c'est une banque d'ADN. Donc le jour où on aura besoin de diversité, il faudra aller chercher l'ADN dans les graines mortes. Vous voyez, on est en train de dire, on enlève la diversité à la surface de la Terre, on la met dans des graines mortes dans un frigo. Voilà l'agronomie moderne, comment l'agronomie moderne gère la diversité des plantes cultivées. Je pense qu'on ne peut pas être d'accord avec ça. Et d'autant que, évidemment, alors en plus, avec le réchauffement climatique, il commence à y avoir des inondations dans leur frigo, donc ça va pas durer longtemps. Donc en réalité, il s'agit d'une entreprise qui est folle et qui est, elle aussi, fondée sur une vision que je trouve incroyablement mauvaise de la biologie. Vous voyez, d'où vient la diversité des plantes cultivées actuelles? Elle vient du fait que, du néolithique, il y a 10 000 ans jusqu'à aujourd'hui, le schéma de Darwin, là, que je vous ai montré, le schéma de Darwin, il a fonctionné. C'est-à-dire que chaque agriculteur
ressemait ses semences en choisissant celles qui lui plaisaient bien et qui poussaient bien chez lui. Donc en fonction de l'environnement de ses champs, en fonction de ses propres goûts, eh bien il sélectionnait des choses différentes et donc chaque agriculteur a fabriqué des lignées différentes des autres. Et donc la diversité, elle vient de l'agriculture. L'agriculture a fabriqué de la diversité pendant 10 000 ans et en l'espace de 50 ans, on en a déjà perdu les 3/4 parce qu'on a changé le système. Hein. Au lieu de cultiver la biodiversité, alors il y a des agriculteurs qui le font, hein, je veux dire qu'aujourd'hui il y a des paysans qui font des semences paysannes et qui remettent en œuvre des systèmes qui permettent de produire de la diversité. Mais donc on sait produire de la diversité avec notre activité agricole, on sait le faire. Simplement, si on ne le fait pas, c'est parce que ça ne nous arrange pas sur le plan économique, c'est tout. Et Svalbard, hein, mettre les graines dans un frigo, c'est penser que la diversité, c'est une espèce de donnée divine qui vient du passé, puis qu'il faut la conserver telle... Alors qu'en réalité, on saurait le faire. Donc ce schéma, si vous voulez, peut fonctionner dans l'agriculture, on sait le faire, et on sait produire de la diversité avec des semences paysannes, ça aussi on pourra en reparler. Maintenant, je voudrais revenir à cette idée de progrès telle qu'elle pose, et au problème qu'elle pose vis-à-vis des questions dont on parle, et comment cette idée de progrès a pu créer le mouvement des marchands de doute. Mais pour comprendre ça, il faut revenir un peu en arrière. En 1994, Scott Gottlieb, qui était un prof de Public Relations, donc les relations publiques, hein, publie un livre qui s'appelle « Le pouvoir invisible », dans lequel il montre à quel point il était prof de Public Relations, lui, c'était un livre à la gloire des Public Relations. Et il publie un livre disant comment les Public Relations sont importantes pour aider les industriels à vendre leurs produits. Et l'exemple qu'il va prendre est tout à fait frappant. Il parle d'une réunion qui, je trouve hallucinante, qui a eu lieu le 15 décembre 1953. Vous voyez que c'est vieux, hein, quand même. On n'était pas tous nés. Et à l'Hôtel Plaza à New York, vous avez les grands marchands de tabac qui rencontrent un patron de Public Relations qui s'appelait John Hill. Et John Hill, donc c'est les plus grands, l'American Tobacco Company, hein, et John Hill leur explique que si jamais ils se contentent de nier le risque pour la santé du tabac, eh bien ça ne marchera pas. Que ce qu'il faut à la place, c'est convaincre le public en créant une controverse scientifique majeure. Vous voyez le truc, c'est je vais manipuler le système des scientifiques de manière à faire croire qu'il y a une controverse pour savoir si le tabac est mauvais ou non pour la santé. Et donc, c'est ce que vont faire. Alors les Public Relations de l'époque vont changer de nom, maintenant ils s'appellent des ingénieurs sociaux. Je trouve ce titre un peu effrayant, hein. Vous vous rendez compte, ingénieur social, ça veut dire... Un ingénieur, c'est quelqu'un qui agit sur un système et qui le bricole pour que ça marche comme il veut. Et bien, les ingénieurs sociaux, des gens qui bricolent la société pour que ça marche comme le veut la personne qui le paye. Les ingénieurs sociaux, donc, qui vont manipuler la société et en particulier le système de recherche, et de manière à ce qu'on ne comprenne pas que c'est à cause du tabac que les gens attrapent des cancers du poumon de façon aussi fréquente. Je voudrais vous faire remarquer que le travail de ces ingénieurs sociaux a fonctionné de 1953 jusqu'aux années 2010, où là, vraiment, ils ont perdu pied et où on a admis que c'était complètement le tabac qui causait la plupart des cancers du poumon et quelques autres cancers en plus. Mais ça a donc marché pendant 60 ans. 60 ans de succès pour ces ingénieurs sociaux. Alors, comment ils s'y sont faits? Eh bien, comment ils s'y sont pris? Eh bien, voilà. En gros, l'idée, c'est de faire admettre à tout le monde que le cancer du poumon a des causes multifactorielles, que pour le traiter, il faut comprendre ses causes, et donc il faut plus de recherche. C'est très pervers, ça, parce que le problème, c'est que c'est vrai. Évidemment que c'est multifactoriel. Il n'y a pas que le tabac qui crée des cancers du poumon, il y a aussi des effets génétiques, des effets environnementaux, du stress, etc. Donc vous avez plein de causes. Il y en a une qui est 10 fois plus forte que les autres, mais ça, tant que vous êtes en train de discuter de chaque cause, eh ben c'est compliqué de voir qu'il y en a une qui est plus forte que les autres. Donc il faut plus de recherche. Et puis les chercheurs, ils vont facilement être d'accord avec vous si vous dites qu'il faut plus de recherche, évidemment. Hein. Donc tous les chercheurs vont être d'accord avec ça. Donc en réalité, ce qui va se passer, c'est que ces ingénieurs sociaux vont réussir à noyer le poisson. Alors en plus, en faisant comment? En subventionnant les recherches sur tout ce qui n'est pas le tabac pour le cancer du poumon. Par exemple, nous sommes en Bretagne. Vous connaissez une cause de cancer vachement importante en Bretagne? Le radon. Hein? Qui est-ce qui a subventionné les recherches sur le radon? Mais c'est les marchands de tabac. Hein? Le radon, c'est que dalle en termes de cancer du poumon. Mais les marchands de tabac ont fait de la pub à fond là-dessus. Vous voyez, c'est ça. Je vous donne cet exemple-là, mais il y en a plein d'autres. Hein? Donc, ils ont réussi à noyer le poisson en faisant ressortir... On n'en entend plus parler du radon maintenant, hein, depuis
cette affaire est terminée. Alors il y a un type qui a bien étudié ça, il s'appelle Robert Proctor, hein, il a écrit l'Holocauste doré, donc vous voyez ça c'est la traduction française, ils ont gardé le titre, la conspiration des industriels du tabac. Et là-dedans, il montre toute une série de choses. En particulier, l'OMS a publié en 2000 un rapport de 260 pages dans lequel il montre comment ils ont été totalement infiltrés par les entreprises du tabac. Alors, je vous passe les détails, mais ils ont montré que les entreprises de tabac avaient payé leurs consultants, avaient maintenu des relations inappropriées avec leurs dirigeants, avaient employé leurs anciens membres, leur avaient piqué de l'argent, avaient utilisé leur argent contre l'OMS, avaient utilisé d'autres agences des Nations Unies contre eux, avaient payé des recherches qui allaient dans le mauvais sens, avaient payé des chercheurs pour dire du mal de ceux qui avaient trouvé des choses intéressantes, etc. Tout y est, 260 pages. Et effectivement, les marchands de tabac vont embaucher des grands scientifiques. Par exemple, un prix Nobel comme celui-là, un très grand physicien comme Fred Singer. Alors c'est intéressant, Fred Singer, c'est un grand physicien. Il a commencé par faire partie des groupes qui niaient les effets du tabac, et puis après d'ailleurs il s'est reconverti dans le fait de nier que le changement climatique soit dû aux humains. Même chose d'ailleurs pour Seitz, président de l'Académie des sciences américaine, mais des très grands scientifiques. Des très grands scientifiques qui vont faire des choses aussi horribles. Comment est-ce que des grands scientifiques peuvent se faire entraîner à faire des choses pareilles? C'est là tout l'intérêt de l'étude de Oreskes et Conway, là tout à l'heure, les marchands de doute. Ils ont étudié ça. Et ils ont montré que, bien sûr, ces gens reçoivent de l'argent. Ils reçoivent de l'argent pour eux, ils reçoivent de l'argent pour leur labo. Les scientifiques sont prêts à beaucoup de choses pour obtenir de l'argent pour faire leurs recherches. Hein. Mais ce n'est pas tout. Il y a un aspect idéologique. Il fallait que ces scientifiques soient convaincus qu'ils faisaient ce qu'il fallait. En réalité, c'est ce que je vous ai montré avec l'appel de Heidelberg tout à l'heure. Si vous arrivez à convaincre les gens que les écolos, les gens anti-tabac, etc., sont des gens dangereux parce qu'ils empêchent le progrès, qu'ils empêchent le bon fonctionnement de l'économie. Alors particulièrement aux USA, que demandent les écolos, que demandent les gens qui luttent contre le tabac, ils demandent que l'État ait plus de pouvoir, que ce ne soit pas uniquement l'argent qui décide de ce qui se passe. Mais dire que l'État a du pouvoir, c'est un truc de communiste. Et donc effectivement, dans ces milieux-là, on va vous dire que les écologistes, c'est comme les pastèques. C'est vert dehors, mais rouge dedans. Donc c'est très dangereux. Et donc, effectivement, idéologiquement, tous ces scientifiques vont croire qu'ils font le bien, même s'ils savent bien qu'ils racontent un peu des sornettes à leurs concitoyens. Mais c'est bien d'empêcher les écolos, d'empêcher les gens de faire que l'État soit trop puissant face aux entreprises. Et une fois que la guerre sur le tabac a été perdue, parce que maintenant, ça y est, tout le monde sait que c'est le tabac qui est responsable d'une très large majorité des cancers du poumon, eh bien, ces groupes de pression se sont reconvertis dans le changement climatique. Et donc, ils ont commencé à alimenter des tas de trucs pour dire que c'est pas vrai, que le changement climatique, c'est pas dû aux humains, etc. Quand Obama a dit que c'était un problème très important, tout de suite, il y a eu des centaines de scientifiques qui ont signé des trucs pour dire que c'était pas vrai. Hein. Et, vous voyez, en 2019, le Washington Times disait que le leader des think tanks sur la planète est sceptique sur le fait que la crise climatique soit causée par des humains. Oui, tous les scientifiques sont d'accord pour dire que c'est causé par les humains, mais ces think tanks-là sont des think tanks payés par ces marchands de doute pour raconter ce genre de choses. Alors en France, on a la même chose, on a des marchands de doute. Ils ont été très très bien décrits par deux journalistes, Stéphane Foucard et Stéphane Aurel, journalistes au Monde, et puis un sociologue qui travaille sur les mouvements rationalistes, je vous ai parlé tout à l'heure, donc Sylvain Laurens. Et tous les trois, ils ont écrit un livre qui s'appelle « Les gardiens de la raison », que je vous conseille, qui décrit vraiment très bien comment tout ce système de désinformation fonctionne sur base de rationalité. Je vous ai parlé de ce site « Agriculture, alimentation, santé publique, soyons rationnels ». Osons l'avenir pour nos enfants et nous. Et qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Que les pesticides ne posent aucun problème, qu'il n'y en a pas d'ailleurs dans la nourriture, que le cancer du sein, ça n'a rien à voir avec des problèmes environnementaux. Etc. Alors ça, c'est un autre site. C'est l'Association française pour l'information scientifique, AFIS, autre repère de prétendus rationalistes, défenseurs de tout ce qui est industriel. Voilà, donc ils sont très bien décrits dans le bouquin de Foucard et compagnie. Ils montrent bien comment ça fonctionne. Et évidemment, l'AFIS va critiquer le bouquin de Foucard en disant que c'est un mélange de sélection biaisée, de témoignages invérifiables, d'affirmations fausses, d'extrapolation hors contexte et d'insinuation. Donc vous voyez que le climat... Et alors ce qui est intéressant, c'est que ces sites web-là, ces sites web prétendument rationalistes, on les retrouve dans le monde entier. Je voulais vous dire que il y a un grand scientifique anglais qui a publié un livre qui s'appelle Silent Earth, donc la Terre silencieuse. Le mot silencieux, on reviendra dessus tout à l'heure.
en montrant que les insectes sont en train de disparaître. Ça a été très bien accueilli dans toute la presse anglaise. Sur les sites web du même genre que ceux dont je vous parlais en France, eh bien, il va être extrêmement critiqué. On va dire qu'il utilise des papiers pris au hasard, dont les siens, qui sont des très mauvaises, et qu'avec une science plus rationnelle, on montrerait que ce qu'il dit est faux. Voilà, donc, et oui, là, on est en Angleterre, donc c'est les mêmes choses qu'en France. Hein. Et oui, l'ingénierie sociale, donc elle est créée sur le tabac, hein, mais vous pouvez remplacer le mot cancer du poumon par ce que vous voulez. Hein. Le cancer du poumon a des causes multifactorielles, il faut comprendre les causes, donc il faut plus de recherche. L'effondrement de la biodiversité a des causes multifactorielles, pour le traiter, il faut comprendre les causes, et donc il faut plus de recherche, ça marche. Et comme je vous le disais tout à l'heure, évidemment que c'est vrai que c'est multifactoriel. Hein. Mais il y a peut-être une cause qui est plus importante que toutes les autres. Tiens, on va prendre un exemple encore plus simple. L'effondrement des colonies d'abeilles. Donc, c'est multifactoriel. Moi, je voudrais vous dire une chose. Ça fait des années que je travaille sur ces questions. Il y a encore 5 ans, quand on me demandait pourquoi les abeilles s'éteignaient, je disais stupidement, c'est multifactoriel, il faut plus de recherche pour comprendre ce qui se passe. Maintenant, ça y est, j'ai compris. Quand on me dit que c'est multifactoriel, j'ai une petite lumière rouge qui s'allume dans ma tête, je me dis, qui a intérêt à ce que je dise ça? Alors les abeilles, c'est justement le thème d'un autre livre de Stéphane Foucard, donc Stéphane Foucard, si vous lisez Le Monde, c'est lui qui traite tous ces sujets-là. Hein. Et le monde devint silencieux. Alors vous voyez, on a eu Silent Earth tout à l'heure, la Terre silencieuse, le monde silencieux. Là d'où ça vient? Ça vient du fait qu'en 1962, Rachel Carson, une très grande biologiste américaine, a écrit Le Printemps silencieux, dans lequel elle décrivait l'avenir en disant qu'on aurait bientôt plus d'oiseaux dans les jardins et que les printemps deviendraient silencieux à cause de la disparition des insectes. Rachel Carson avait fait un très beau travail, elle a montré que le DDT était catastrophique, elle a obtenu l'interdiction du DDT, malheureusement ça n'a servi à rien puisqu'on a remis bien pire à la place depuis, hein. Mais elle a été traitée de fanatique et de communiste hein, à l'époque. Vous voyez, ça ne peut pas faire pire. Et donc, voilà. Alors, pourquoi les abeilles s'éteignent? Eh bien, la thèse officielle, vous savez que les colonies d'abeilles disparaissent, hein, il y a des taux énormes dans certaines régions, de 90% des colonies d'abeilles qui s'éteignent. En anglais, ça s'appelle CCD, un Colony Collapse Disorder, donc le désordre d'effondrement des colonies d'abeilles. Et ce CCD, eh bien, à quoi il est dû? Eh bien, ce qu'on va vous dire souvent, c'est que c'est à cause du varroa. Alors le varroa, vous voyez, c'est ce petit acarien-là, c'est une tique hein, qui vient se mettre sur l'abeille et qui suce son hémolymphe, et qui en plus lui transmet des maladies, comme n'importe quelle tique. Puis il y a aussi les frelons asiatiques, hein, c'est méchant les frelons asiatiques, hein, voilà, alors donc... Oui, c'est très visuel, en plus, c'est vachement bien. Donc, on va vous montrer toute une série de causes. Et si vous regardez le site de l'Agence américaine environnementale, on vous dit qu'il y a beaucoup de théories sur ce truc-là, que le premier truc, c'est le varroa, mais qu'il y a aussi un virus, un parasite intestinal, le fait d'être empoisonné à travers des pesticides appliqués aux cultures ou appliqués contre le varroa, donc c'est la faute des apiculteurs, s'ils mettent des pesticides contre le varroa, et du coup, ça tue les abeilles. En plus, les apiculteurs... ils font des pratiques de management de leurs ruches qui ne sont pas bonnes, c'est pour ça que les abeilles ne sont pas bien. Et puis il y a un changement d'habitat, et puis il y a une nutrition pauvre dans les champs, et puis une combinaison de tout ça. Vous voyez, dans le genre multifactoriel, on ne fait pas beaucoup mieux. Hein. Il faut plus de recherche. Hein. Ouais, voilà. Alors, depuis le début, les apiculteurs disent qu'eux, ils constatent que leurs abeilles, elles s'effondrent là où il y a des pesticides, et en particulier certains pesticides comme les néonicotinoïdes. Depuis le début, ils le disent. Mais on ne les écoute pas. On ne les écoute pas, pourquoi? Parce qu'on fait des tests avant d'autoriser un pesticide. Prenez une abeille, vous mettez les pesticides dessus, vous regardez, elle ne meurt pas. Bon, voilà. Alors donc, les apiculteurs racontent des conneries. Bon, on va y revenir. Hein. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau depuis 30 ans? Parce que ça fait 30 ans que les abeilles s'effondrent, et ça fait 30 ans qu'on a perdu, vous vous souvenez, hein, qu'on a perdu 75% de la biomasse d'insectes. Ça serait extraordinaire que les abeilles s'effondrent pour une raison à elles, et que les autres insectes, ça soit pour une autre raison. Parce que le varroa, ce n'est pas les autres insectes, c'est les abeilles. Alors, ce qu'il y a de nouveau depuis 30 ans, c'est la manière dont on gère les pesticides. Il y a une quarantaine d'années encore, quand on avait une attaque d'insectes, on mettait un insecticide. Quand on avait une attaque de champignons, on mettait un fongicide. Quand on avait trop de mauvaises herbes, on mettait un herbicide. Maintenant, les pesticides, on les met à l'avance. Quand on sème les graines dans les grandes cultures, elles sont systématiquement enrobées. Vous voyez, ça, en haut à droite, c'est un maïs normal, mais jamais on sème ça dans les champs de culture industrielle. Ce qu'on va semer, c'est ce qu'il y a en dessous. Ça, c'est un maïs enrobé. À gauche, c'est du blé enrobé. Ça, c'est de la betterave enrobée.
ce manteau qu'il y a autour de la graine, il y en a 80% qui va partir dans l'eau. Et 20% qui va rentrer dans la plante et qui protégera la plante après. C'est des insecticides tellement efficaces que la plante, quand elle germe, elle va être enrobée, elle va donc récupérer 20% des insecticides qu'il y a là, elle sera protégée toute sa vie contre les insectes. Dès qu'un insecte essaiera de la manger, il va mourir. Ces produits agissent au nanogramme. 1 milliardième de gramme suffit à tuer l'insecte. Donc évidemment, au moment où les graines sont dans le semoir, il y a de la poussière qui sort, ça s'en va, tous les insectes qui vont respirer ça vont mourir, ça part dans l'eau, ça part partout. En fait, on a pu montrer que ces pesticides, on en retrouve absolument partout maintenant. Bon, il y a des programmes de recherche qui sont faits sur pourquoi les abeilles disparaissent. Eh bien, ces programmes de recherche, celui-là, par exemple, le Guardian, donc c'est un programme anglais, le Guardian a montré que Syngenta avait mis seulement 10% de l'argent dans le budget de ce programme. Eh bien, ils ont réussi à faire enlever la ligne pesticides dans la question de pourquoi les abeilles vont mal. La Société américaine d'entomologie, c'est l'ensemble des Américains qui aiment les insectes et qui se réunissent dans cette société. Ils écrivent en page de garde de leur site web sur le problème des insectes. Le plus troublant, c'est qu'on ne sait pas pourquoi. Comment ça se fait qu'ils ne sachent pas pourquoi? Moi, je vais vous le dire. Qui est-ce qui finance la Société américaine d'entomologie? Allez à la fin de leur page web. Bayer, Corteva, BASF, Johnson, Syngenta. D'accord, j'ai compris. Quand des chercheurs écoutent les apiculteurs, ils font un test, non pas en regardant si jamais on tue les abeilles directement en mettant le pesticide dessus, mais qu'est-ce qui se passe pour une abeille dehors? J'ai une abeille qui est dehors, je mets le pesticide, qu'est-ce qui lui arrive? Effectivement, elle ne meurt pas. Sauf que les néonicotinoïdes, c'est des trucs... la nicotine, ça agit sur le système nerveux. Et voilà, les abeilles sont désorientées. Elles ne peuvent plus retrouver la ruche. Alors évidemment, en labo, vous ne voyez rien. Mais si vous regardez dehors, vous voyez que vos abeilles, elles ne retrouvent pas la ruche, donc elles sont mortes. Les chercheurs qui ont publié ça, immédiatement, il y a eu un article de chercheurs qui travaillent pour les industriels, qui ont dit que c'était une mauvaise recherche et que ce n'était pas vrai. Et qui ont critiqué les résultats. La réponse qui a été faite par les chercheurs en question, qui montrait que c'était le deuxième article qui était faux, a eu aucun succès. Et ce qui a été repris dans la presse, c'était largement plus le deuxième. Il y a eu, on commence à voir maintenant des articles sur ces histoires de pesticides qui sont intéressants. Par exemple, celui-là qui montre que on trouve des pesticides presque autant dans les endroits où on n'en a pas mis que là où on en met. Donc quand je vous dis que les zones protégées européennes perdent 75% de leur biomasse d'insectes, c'est pas le fait qu'elles soient protégées, ça ne suffit pas parce qu'on ne peut pas se protéger contre le fait que l'eau, l'air, etc., ils circulent entre les champs et les endroits pas... Et donc il faudrait arrêter le massacre des abeilles, mais vous voyez, derrière les abeilles, il y a tout, en fait. C'est ça que je voudrais que vous compreniez. C'est que les abeilles, c'est un exemple intéressant parce qu'on le connaît bien, mais qu'en réalité, il touche à tout. Comment faire pour sauver les abeilles? Eh bien, l'agence européenne qui s'occupe de ces questions, qui s'appelle l'EFSA, a proposé en 2013 de regarder pas seulement la toxicité aiguë, c'est-à-dire je mets le produit sur l'abeille, est-ce qu'elle meurt, mais la toxicité chronique, c'est-à-dire une abeille doit vivre dans un environnement qui contient ce pesticide, qu'est-ce que ça lui fait? L'EFSA propose ce test en 2013 et ce test n'a jamais été mis en place. Depuis 2013, il ne se passe rien, on continue à regarder uniquement la toxicité aiguë sur les abeilles. Les apiculteurs européens, et français en particulier, d'ailleurs l'association Pollinis, ont demandé des comptes à la communauté européenne. Pourquoi vous ne mettez pas ce truc-là en place? La communauté européenne a refusé de leur répondre. La médiatrice européenne, qui avait été appelée par les apiculteurs, a sommé la Commission européenne de donner des réponses en 2019 sur pourquoi ils ne faisaient rien. La Commission européenne a répondu qu'elle ne donnerait pas les raisons. C'est pas grave, on les connaît. On les connaît grâce à un article que je trouve surréaliste. Excusez-moi si j'ai laissé des trucs en anglais, mais je veux que vous ayez les références exactes. C'est un article qui est publié par pas mal de monde, là, et d'où ils sont ces gens-là? Bayer, Dow Chemical, BASF, Syngenta, ils y sont tous. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent ce qui se passerait si on utilisait le test de l'EFSA sur la toxicité chronique. Qu'est-ce qui se passerait si on le faisait? Et qu'est-ce qu'ils disent? Vous voyez, chronique risque là. Eh bien, si on regardait ça, on n'autoriserait plus que 21% des herbicides actuels, 25% des fongicides actuels et 8% des insecticides actuels. Je vous le dis autrement,
79% des herbicides ne seraient pas acceptés si on testait la toxicité chronique sur les abeilles, 75% des fongicides non plus, et 92% des insecticides. C'est-à-dire qu'en gros, 80% de l'ensemble des produits que vendent les boîtes d'agrochimie seraient interdits si jamais on faisait le test que l'EFSA a proposé sur les abeilles. Et croyez-moi, l'EFSA, ce n'est pas des écolos, hein. Ils avaient juste proposé un test tout à fait normal pour savoir si on était en train de tuer les abeilles avec nos produits. Donc, pourquoi est-ce que les industriels nous publient cet article incroyable? Ben parce qu'ils en déduisent qu'il ne faut pas mettre en place le test de l'EFSA. Sinon, ils ne pourront plus vendre leurs produits. Eh bien, ça marche. L'Europe, du coup, ne met pas en place le test de l'EFSA. Voilà ce qui est en train de se passer. Alors, moi, je suis très content quand même qu'ils aient publié ça, parce que si c'était des écolos qui avaient sorti ces chiffres-là, personne ne les croirait. Hein. Mais là, c'est les entreprises elles-mêmes. Les entreprises elles-mêmes nous disent, tiens, d'ailleurs, la moyenne au total, c'est 18% des produits actuels seraient autorisés, donc 82% de tous les produits qui sont actuellement épandus en agriculture seraient interdits si on testait la toxicité chronique sur les abeilles. Pourquoi je vous dis que les abeilles sont un exemple très intéressant? Parce que, oui, ça, c'est l'histoire des êtres vivants proches de nous. Donc vous avez une lignée qui a donné les plantes d'un côté, puis une autre lignée qui est partie de l'autre côté, ça a donné d'un côté les champignons, de l'autre les animaux. Et au milieu des animaux, là, vous avez quelques animaux, je vous ai mis des petites photos, là, vous avez une abeille. Un produit qui est fait pour tuer les plantes et qui tue les abeilles, moi, je peux vous dire en tant que biologiste que ça veut dire qu'il tue tout le monde. Pardon. C'est clair, ça? Vous voyez que les abeilles et les plantes, c'est quand même pas la même chose. Donc, quand on fait un truc pour tuer les plantes et que ça tue les abeilles, ça tue certainement au moins tous les animaux, certainement tous les champignons et certainement beaucoup de plantes. Donc, en réalité, ce que nous dit l'article en question, c'est que ces produits tuent tout le monde. Et vous croyez que les États leur auraient demandé, mais donnez-nous la liste des produits? Ah ben non, on leur demande rien. Et on fait ce qu'ils demandent. On ne fait pas de test de toxicité chronique sur les abeilles. Alors évidemment, nous chercheurs, on est obligés de faire du travail pour essayer de retrouver les mêmes résultats qu'eux, mais on va beaucoup moins vite parce qu'on a beaucoup moins de moyens. Hein. Donc voilà, ça, il y a des gens qui ont montré que le Roundup, par exemple, hein, donc un herbicide, ça tue les abeilles. Des gens qui ont montré que certains insecticides tuent les oiseaux, les perdrix, ou les vers de terre, voilà. À chaque fois, c'est tout un travail. Et puis on a aussi montré, par exemple, que certains insecticides augmentent des problèmes de santé graves. Hein. Ça fait de la microcéphalie chez les enfants qui naissent en Amérique du Sud. Je voudrais pour finir vous dire que l'IPBES, vous vous souvenez, l'organisme qui s'occupe de biodiversité au niveau international, a fait une liste des raisons pour lesquelles la biodiversité s'effondre. Premièrement, les changements d'utilisation de la terre. Deuxièmement, l'exploitation directe des ressources. Troisièmement, le changement climatique. Quatrièmement, la pollution. Cinquièmement, les espèces invasives. Ah ben, il n'y a pas les pesticides, dites donc. Ça marche bien, les marchands de doute. Hein. Voilà le problème qu'on a à l'heure actuelle. Alors du coup, évidemment, quand l'IPBES dit qu'est-ce qu'il faut faire, ben, il donne toute une série de choses à faire, mais il n'y a pas marqué arrêter les pesticides. Voilà, nous sommes dans cette situation très très embêtante où nous avons été totalement trompés par tout un fonctionnement des marchands de doute au service des boîtes d'agrochimie qui ont réussi à invisibiliser le fait que si la biodiversité s'effondre, c'est essentiellement à cause des produits qu'on met. Je vous signale qu'il existe une nouvelle branche de la sociologie qui s'appelle l'agnotologie, c'est intéressant. C'est la science de des méthodes de production d'ignorance. Donc heureusement, les sociologues nous aident là-dedans parce qu'il y a plein de gens qui me disent « mais alors comment on sait ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai ?» Ben écoutez, c'est très difficile. Mais effectivement, il faut aller écouter les agnotologues qui, eux, travaillent sur cette question et qui savent repérer les techniques de manipulation des boîtes. Donc voilà, je voudrais vous dire qu'aujourd'hui, il y a tous les éléments. Et je vous montrais cet article publié par les producteurs de pesticides pour dire que la biodiversité se casse la figure et que la cause numéro 1, c'est le fait qu'on empoisonne toute la planète. Voilà. Bien sûr que c'est bien de remettre des haies. Bien sûr que c'est bien de faire des tas de choses pour améliorer l'état de notre environnement pour la biodiversité. Mais vous pourrez toujours planter des haies, vous pourrez toujours faire cueillir un peu plus de plantes avec des fleurs pour nourrir les abeilles, etc. Si vous continuez à déverser des tonnes de poison sur l'ensemble du monde, eh ben, tout continuera à se casser la figure. Donc je pense qu'on a bousillé vraiment les formes vivantes pendant 30 ans. On ne peut pas se permettre de recommencer pendant 30 ans. Vous voyez, on a perdu 75% en 30 ans. Si on repère 75% de ce qui reste, là, ce coup-là, on sera vraiment en chute libre.
Donc je pense qu'il y a urgence à ce que nos concitoyens comprennent que la première urgence, c'est de réduire très considérablement, je ne dis pas qu'il faut arrêter tout d'un coup, mais il faut arrêter certains pesticides d'un coup, et puis il faut surtout réduire considérablement les quantités qui sont mises, parce que je vous ai que les néonicotinoïdes, c'est terrible, mais on en met des quantités beaucoup plus faibles, alors que par exemple le Roundup, il y en a tellement que ces effets, même s'ils sont moins forts, eh ben, ils sont, vu la quantité, ça finit par faire autant. Donc il faut absolument réduire considérablement la quantité de pesticides utilisés. C'est une urgence si on veut sauver les êtres vivants qui vivent autour de nous. Moi, je pense que vivre sur une planète dépeuplée, ça serait extrêmement désagréable. Et donc, je souhaite quand même que les générations futures aient la chance d'entendre des oiseaux, de voir des petites bêtes qui circulent dans la nature. Si jamais on continue comme ça, eh ben, il y aura bientôt vraiment plus grand-chose qui traînera. Et donc, je pense que c'est mon devoir de vous dire que l'urgence aujourd'hui, même s'il y a plein d'autres choses à faire en plus, l'urgence, c'est la réduction très très brutale de la quantité de pesticides utilisés. Et si on ne le sait pas, eh ben c'est parce qu'on nous empêche de le savoir. Et si on ne comprend pas bien le système, c'est aussi parce qu'on n'a pas encore bien compris que la biodiversité, ce n'est pas une statue, c'est un vélo. Voilà, je vous remercie. Bien, mais merci. Là, je crois que ça secoue. Hein. Bon, un certain nombre d'entre nous étaient déjà un petit peu convaincus, mais là, on va ressortir gonflé et avec, je pense, le désir de répandre autour de nous ce qu'on vient d'entendre. Donc, un des moyens, c'est qu'on a la chance que cette conférence soit enregistrée. Elle sera mise en ligne sur le site d'Armor-Science, comme toutes les conférences qui sont enregistrées. Et donc, vous pourrez envoyer aux gens que vous connaissez le lien pour qu'ils puissent bénéficier a posteriori de cette conférence. Et même, vous avez le choix de la longueur, puisque si vous voulez juste un quart d'heure, un digest en un quart d'heure sur les TEDx de Lannion, et puis si vous voulez une heure avec quelque chose plus développé, vous avez cette conférence. Donc, vous pouvez... Les pesticides, sauf s'il y a des agriculteurs, on n'a pas beaucoup de moyens, nous. Alors je voulais savoir une question peut-être un peu naïve, mais le bio, quand on mange bio, on a l'impression de faire du bien, d'aller dans ce sens-là. On se dit parce que si on achète bio, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que effectivement l'agriculture bio peut gagner beaucoup, un petit peu, ou pas du tout? Non, sur le plan de la quantité de pesticides utilisés, l'agriculture bio, c'est infiniment mieux que l'agriculture dite conventionnelle et que j'appelle plutôt industrielle. C'est vrai qu'il n'y a pas moyen de se passer complètement de moyens de lutte contre certains nuisibles, et donc l'agriculture bio utilise du sulfate de cuivre qui n'est pas une chose extraordinaire, mais entre du sulfate de cuivre et des néonicotinoïdes, je vous assure qu'il n'y a pas photo en termes de capacité de destruction du monde vivant. Donc évidemment que le bio, acheter bio, c'est un moyen de favoriser une agriculture qui n'utilise pas ce genre de produits. Ça ne veut pas dire que le bio ne pourrait pas être amélioré, il y a des critères qui pourraient être... il est hors de question de dire que le bio c'est parfait, si vous voulez, mais actuellement c'est quand même infiniment mieux. Et je pense qu'effectivement ce qu'il faut bien voir, c'est que les aides qui sont données à l'agriculture industrielle sont infiniment plus grandes que les aides données au bio, et que du coup, évidemment que le bio est plus cher, que c'est plus difficile à produire, etc. Il faut arriver à changer la façon dont sont gérées nos agricultures de manière à favoriser justement ce type d'agriculture plus durable et plus vertueuse. Pour vous parler très honnêtement, ça dépend pourquoi. Si jamais la question c'est est-ce qu'il est trop tard pour qu'on n'ait pas de problème, je pense que des problèmes on en a déjà. Alors, on en a déjà, vous voyez, on devrait, je ne suis pas masqué, mais je devrais, et puis voilà, vous l'êtes. Donc, la façon dont nous gérons notre environnement biologique n'est pas optimale et ça donne déjà des résultats très ennuyeux. Donc, la question c'est, trop tard pourquoi? Je ne sais pas. Il y a des scénarios catastrophes dans lesquels, vous voyez mon image du satellite, là, il y a un moment où il va vraiment finir par se casser la figure. Et donc, est-ce que la biodiversité fonctionne comme ça? Est-ce qu'il y a un moment où le ralentissement est tel que du coup, là, tout s'effondre et qu'il ne reste plus que 10% des formes vivantes précédentes? Et est-ce qu'à ce moment-là, il n'y a plus rien à faire? J'en sais rien. Et si jamais c'est le cas, d'ailleurs,
Dans combien de temps? J'en sais rien non plus. Donc, je pense qu'il est trop tard pour espérer ne pas avoir de problème. Mais il est sûrement pas trop tard pour agir, parce que si on n'agit pas, alors ça sera encore pire. Et je pense que c'est pareil avec le climat. Le climat, c'est la même chose. Il est trop tard pour espérer ne pas subir les effets du changement climatique. Mais si on n'agit pas, les effets seront encore bien plus graves que si on agit. Donc, je pense qu'il est urgent d'agir, même si on sait qu'on ne corrigera pas tout et qu'il va quand même y avoir des inconvénients. Mais les inconvénients seront bien pires si on ne fait rien. Alors, beaucoup de pesticides, il y a des pesticides qui ont une très grande rémanence. Le pire exemple qu'on ait, c'est l'agent orange que Monsanto a fait épandre sur le Vietnam pendant la guerre du Vietnam, qui a causé des malformations très graves chez les enfants. Et on voit encore aujourd'hui des malformations chez les enfants vietnamiens qui sont nourris avec l'agriculture locale. Ceci dit, il y a quand même une certaine dégradation. Même si jamais, vous voyez, aujourd'hui, depuis la guerre du Vietnam, ça fait 50 ans, mais ça ne fait pas 500 ans. Et il y a une dégradation quand même de la plupart de ces pesticides dans l'environnement. Donc, vous avez raison, il y a un effet retard du fait de la permanence de ces molécules dans le milieu, mais n'empêche qu'au bout d'un certain temps, et c'est quand même moins grave que le CO2, hein, le CO2 dans l'atmosphère, ça prend très très longtemps avant qu'il disparaisse. Là, ces molécules, c'est plutôt en dizaines d'années qu'en centaines ou en milliers d'années que ça se compte. Donc, si on arrête assez rapidement, les choses iront mieux. Alors, que peut-on faire auprès de l'Union européenne? La question est très simple. L'Union européenne, elle dépend des politiques de chaque pays. Hein. Et je voudrais vous dire que la PAC, hein, donc la politique agricole commune, si elle est extrêmement peu vertueuse, c'est très largement de la faute des dirigeants français qui ont empêché que la PAC soit mieux que ce qu'elle a été. C'est-à-dire qu'il y a eu des propositions pour réformer la PAC la dernière fois que ça a été fait, donc il y a très peu de temps, et c'est le gouvernement français qui a bloqué. Évidemment, on a un ministre de l'Agriculture qui est totalement inféodé à tous ces lobbies hein, en France, et Marc Dufumier qui est là et moi sommes extrêmement peinés de voir qu'un de nos anciens étudiants est capable de faire des choses pareilles. Mais effectivement, actuellement, ce sont les élus français qui sont, enfin les élus, en tout cas les dirigeants français, qui sont en fer de lance sur le fait de ne pas faire ce qu'il faut au niveau européen. Donc agissons déjà auprès de nos politiques, par nos votes, et puis aussi en leur disant ce qu'on pense de ce qui se passe, et en leur demandant de bien vouloir être un peu plus sérieux sur ces questions. Alors, heureusement, dans le Trégor, il y a des politiciens et des politiciennes tout à fait informés et sérieux sur ces questions, mais il reste du progrès à faire. Moi, on peut ne plus croire à la démocratie. Il y a des raisons de s'inquiéter du fait que la démocratie actuelle ne fonctionne pas si bien que ça, parce que les moyens de renseignement des gens sont trop biaisés, parce qu'il y a quelques personnes qui possèdent beaucoup de médias et qui arrivent à manipuler la société. N'empêche, nous sommes un groupe d'humains et nous avons à gérer ce que nous faisons. Et pour le moment, la méthode que nous avons, ça s'appelle la politique. Si jamais on n'est pas capable de faire que le système politique prenne des bonnes décisions, on n'a aucune chance de s'en sortir. Vous savez, vous pouvez dire que vous avez plus confiance dans la science que dans les politiques, ça se défend. Seulement les scientifiques, ils ne feront jamais rien si jamais il n'y a pas des politiques avec. Et puis je voudrais vous dire que, je vous citais tout à l'heure l'exemple des OGM, eh bien dans l'histoire des OGM, il y avait un grand paquet de scientifiques qui étaient au service des entreprises et qui étaient pour qu'on passe aux OGM, et c'est parce que les citoyens ont insisté et que les politiques les ont entendus. Donc ça peut arriver. Simplement, il faut que les citoyens soient actifs. Voilà. Écoutez, est-ce que les industriels trouveront un moyen de faire croire que c'est pas grave et que c'est comme ça qu'il faut continuer, même si jamais tout est en train de se casser la figure? C'est possible, mais l'exemple du tabac est quand même parlant. Les producteurs de tabac étaient extrêmement puissants dans les années 80-90 et ils se sont quand même fait avoir, une fois qu'on a eu suffisamment dévoilé leurs manœuvres, ils ont payé très cher, ils ont perdu tous leurs procès et finalement ils ont été obligés d'admettre
d'admettre ce qu'ils avaient fait. Je pense que pour ce qui concerne l'agrochimie, un jour ou l'autre, il se passera la même chose. Et je vous avoue que ceux que j'essaye le plus de convaincre à l'heure actuelle, c'est d'une part les citoyens comme vous, et d'autre part les assureurs. Je suis allé chez AXA, par exemple, pour leur faire des exposés comme ça, pour leur expliquer que assurer ce genre d'activité, c'était extrêmement risqué, parce que le jour où la vérité éclatera, eh ben, donc vous voyez, je pense qu'il y a des moyens, même dans le système financier actuel, de faire que ces entreprises perdent un peu de pouvoir. Voilà. Et c'est un credo, hein, je ne vous dis pas que j'y arriverai, mais je fais ce que je peux. Voilà. Allez-y. D'abord, si jamais tout crève sauf nous, évidemment, on en crèvera aussi. Alors ça, c'est sûr. Comment convaincre les gens, c'est un autre problème. Je voudrais vous dire deux choses à ce sujet-là. Premièrement, effectivement, on ne va pas se retrouver tout seul, mais dans un premier temps, ce qu'on risque de faire, c'est de se retrouver avec nous et puis les quelques espèces qui nous sont utiles. Alors, il y a peut-être des gens qui rêvent de ça, au fond. Hein. Et ce dont il faut bien se rendre compte, c'est que si vous faites ça, toutes les maladies du monde se concentreront sur nous et les quelques espèces qui nous sont utiles. Là, actuellement, on a un virus qui est en train de nous casser les pieds. Quand ça sera la même chose sur le blé, ou sur le maïs, ou sur le riz, vous allez voir ce que ça va donner en termes de famine. Donc, on se prépare des lendemains qui ne chantent pas, hein, ça, sur ces questions-là. Donc, effectivement, vous avez raison, il faut arriver à convaincre les gens. Et vous voyez qu'effectivement, osons l'avenir pour nos enfants et nous, hein, ça, c'est le slogan des types qui disent, enfin, ce dont vous parlez, qu'on a du mal à convaincre. Ceci dit, je voudrais vous répondre deux choses. La première, c'est que je pense que la plupart des agriculteurs sont conscients du problème. Ils en sont en réalité conscients, même si jamais ils essayent d'éviter de l'admettre. J'ai quelques histoires intéressantes comme ça. J'avais une amie qui avait une maison, par exemple, au milieu des champs, avec une ferme juste à côté. Et un jour, l'agriculteur décide de mettre un poulailler juste devant chez elle. Un gros poulailler industriel. Elle est allée le voir, en lui disant, tu te fous de moi, tu vas quand même pas me mettre ça juste devant chez moi. Et il lui a répondu, si tu savais ce que je déverse sur ces champs-là actuellement, tu serais contente. Or, lui, il avait sa ferme en plein milieu des champs avec ses enfants. Donc, il savait très bien qu'il s'empoisonnait et qu'il empoisonnait ses enfants. Mais je pense que la plupart des agriculteurs ne savent pas comment faire autrement. Et ça, c'est le gros problème, c'est qu'à l'heure actuelle, ils sont coincés dans un réseau d'obligations qui fait que si l'État n'aide pas à ce que les choses changent, ça ne pourra pas changer. On peut reprocher aux agriculteurs de voter massivement pour le syndicat qui fait tout ce qu'il peut pour que ça ne change pas. Ça, c'est vrai. Mais d'un autre côté, c'est vrai qu'ils sont coincés et que si jamais il n'y a pas une vraie aide, eh bien, ils ne pourront pas sortir de là. Et la deuxième chose que je voulais dire à ce sujet-là, c'est que je connais des collègues qui travaillent un peu sur la sociologie dans le monde agricole et qui, quand ils font des... Vous savez que les agriculteurs, globalement, se plaignent de leur situation, ils sont malheureux, il y a beaucoup de suicides, etc. Et les sociologues qui travaillent sur ces questions ont montré qu'il y a une souffrance des agriculteurs qui vient largement du fait qu'ils sont conscients du fait qu'ils sont en train de détruire le système sur lequel ils travaillent. Donc, c'est pas qu'ils sont inconscients, c'est qu'actuellement, ils ne veulent pas voir parce que c'est trop difficile et qu'ils ne savent pas comment sortir de ce piège, si vous voulez, dans lequel ils sont, de ce piège économique et politique. Donc, voilà, je pense aussi... Et là, je pense que le milieu agricole, personnellement, je pense qu'il basculera d'un coup. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir juste progressivement des trucs qui augmentent. D'autant qu'il y a quand même toujours intérêt dans le milieu agricole à faire pareil que ses voisins. Parce que si on a un problème, si on est plusieurs à avoir un même problème, ben on peut agir massivement. Si on est tout seul, ben on est foutu. Donc voilà, je pense qu'il y a un travail à faire sur le monde agricole, c'est sûr. Et ce travail, c'est d'abord un travail pour les aider à pouvoir changer de modèle. Je voudrais vous dire un truc. Je suis un scientifique qui travaille sur la biodiversité. Je suis ni sociologue ni politologue. Et je viens vous dire quelque chose sur la biodiversité. En ce qui concerne la façon dont changer la société, ce n'est pas mon boulot, mais ce n'est pas plus mon boulot que le vôtre, surtout. Donc, vous dites agir, mais comment agir? Eh bien, écoutez, effectivement, moi, j'en ai déjà parlé. Ben, il y a un moment où, si jamais tout le monde fait ça, ça finit par marcher. Hein, vous dites, vous caricaturez, mais comment ça s'est fait que les Américains arrêtent la guerre du Vietnam? Eh ben parce que les jeunes sont tous descendus dans la rue. Et il y a des moments où il faut dire non, effectivement. Et il y a eu des moments où les humains ont su dire non à quelque chose qui ne leur convenait pas. Qu'est-ce qui fait que l'humanité actuelle accepte son sort
tout en râlant et en disant que c'est affreux ce qui lui arrive, j'en sais rien. Mais je ne suis pas d'accord pour qu'on... Est-ce qu'on les empêche d'aller dans la rue? Oui, on va leur casser la figure s'ils y vont. Est-ce qu'il y a eu d'autres moments où les jeunes sont allés dans la rue et se sont fait casser la figure? Oui, mais ils y sont allés quand même. Donc moi, je suis d'accord, je plains les jeunes, etc. Mais je les trouve bien mous. Et nous aussi, nous sommes bien mous. Donc... Ça, c'est mobilisé pour certaines causes. Il n'y a qu'à voir pour l'aéroport de Nantes. Le nombre de jeunes qui se sont mobilisés. Tout à fait. Mais là, c'est des nombres... Vous dites nombre, non, c'était un nombre réduit. C'était nombreux à cet endroit-là. Parce qu'ils étaient tous concentrés au même endroit. Donc voilà, nous avons un problème dans notre société, je suis d'accord avec vous, de difficulté à agir. Moi, je pense que, effectivement, d'abord, c'est dans le milieu politique qu'il faut qu'on essaye d'agir en premier lieu. Et puis, deuxièmement, il y a des moments où il faut dire non. Et il y a eu des périodes de l'histoire où les gens ont dit non en prenant des risques. Et ben, je pense qu'il va peut-être falloir en faire autant. Voilà. Alors je pense qu'effectivement l'action individuelle, comme vous le dites, est très importante. Maintenant, elle ne suffira pas. Et donc il faut aussi une action politique. Voilà. Non. Je ne pense pas qu'elle soit moins scientifique. Je pense que la différence entre le climat et la biodiversité, c'est la suivante. Les climatologues, il y en a extrêmement peu qui sont financés par les industriels du pétrole et du charbon. Donc les climatologues se sont retrouvés d'ailleurs en conflit souvent avec des géologues qui, eux, sont... Ah oui, en France, on a eu l'exemple d'Allègre, hein, qui était donc financé par les gens du pétrole. Et donc, effectivement, mais les climatologues, globalement, c'est des gens qui sont plutôt indépendants sur le plan financier. Ça fait des dizaines d'années que les différents gouvernements successifs, quel que soit leur bord politique, ont dit aux chercheurs qu'il fallait qu'ils se mettent au service de l'industrie. Parce que, hein, je revois encore le discours de Jospin nous disant l'effort de l'État doit être maximum pour créer de l'emploi. Pour créer de l'emploi, il faut favoriser l'industrie. Donc les chercheurs qui sont les employés de l'État doivent favoriser l'industrie. Donc on a mis la recherche publique au service de l'industrie. Et le résultat, c'est que 90% des chercheurs en biologie en France reçoivent de l'argent des industriels. Et du coup, les marchands de doute sont extrêmement puissants chez les biologistes. Parce que, voilà, on a cette espèce de collusion complète entre les chercheurs et les industriels. Et je pense que c'est... Donc, du coup, la biodiversité, c'est un problème beaucoup plus difficile que le climat sur ce plan-là, parce que les biologistes ne sont pas, pour la plupart, indépendants des boîtes d'agrochimie, de biotechnologie, etc., qui sont les mêmes. Alors ça fait belle lurette que les chercheurs se plaignent du fait qu'on leur refuse de leur donner de l'argent et qu'on leur donne de l'argent qu'à condition qu'ils se prostituent auprès des industriels. La dernière loi LPPR qui a été faite est un scandale absolu sur ce plan-là. Les chercheurs ont fait des manifestations où vous pensez qu'en plein Covid, tout le monde s'en est foutu complètement. Hein. Mais effectivement, il y a encore un problème politique avec le fait de mettre la recherche au service des industriels. Hein. C'est clair. Mais le problème là, c'est que c'est un problème politique qui n'est pas un problème de droite ou de gauche. Hein. C'est un problème de... Enfin, les seuls qui ne soient pas d'accord avec ça, pour le moment, c'est les gens qui sont vraiment très à gauche, disons. Alors, effectivement, il n'y a pas que les agriculteurs qui mettent des produits pourris sur leur terre, il y a aussi les particuliers chez eux et dans leur jardin. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez un animal domestique, mais s'il a des puces, vous allez le bourrer de néonicotinoïdes avec les machins, les petits trucs que vous lui mettez sur la peau dans le cou là derrière. Hein. Donc, ça ne doit pas être bon pour sa santé non plus, hein, entre nous. Mais je pense que les tonnages ne sont quand même pas du même ordre. Voilà. Et d'une part, les tonnages ne sont pas du même ordre, et d'autre part, quand on interdit un produit, on l'interdit quand même assez facilement aux jardiniers et beaucoup plus difficilement aux agriculteurs. La preuve, le Roundup est interdit pour les jardiniers, alors qu'il est encore utilisé par les agriculteurs. Les néonicotinoïdes, c'est la même chose, vous ne pourrez pas en mettre sur votre jardin si jamais vous êtes jardinier, mais si vous êtes betteravier, vous allez pouvoir en mettre sur vos betteraves. Oui, non, justement, il n'y a pas de glyphosate dans celui des particuliers, donc voilà, et donc il ne pose pas de problème. Donc ils ont effectivement joué sur les mots, mais le Roundup qui est interdit, le Roundup qui est vraiment toxique, vous ne pouvez plus l'utiliser dans les jardins, vous pouvez l'utiliser qu'en agriculture. Donc voilà, je ne dis pas que le problème n'existe pas, effectivement, il faudrait
je ne comprends pas qu'on n'arrive pas à avertir les gens sur le danger qu'il y a à mettre des produits en bombe partout dans leur environnement, hein. Je suis d'accord avec vous. Et je ne comprends pas que les gens ne se rendent pas compte que asperger leur jardin avec des produits toxiques, ce n'est pas une bonne idée. Mais c'est un problème et je pense qu'on devrait certainement contraindre plus ce genre de choses. Ce n'est pas les mêmes tonnages que l'agriculture industrielle. On va être deux à vous répondre. La première chose que je voudrais vous répondre, c'est qu'effectivement, comme je l'ai dit, le problème, c'est d'abord les industriels et l'État qui ne vont pas dans le bon sens sur ces questions. La deuxième, c'est que la seule reproche que je fais aux agriculteurs, moi, c'est qu'effectivement, s'ils ne sont pas contents du système, je trouve qu'ils devraient arrêter de voter pour le syndicat qui fait ce qu'il peut pour maintenir ce système. Voilà, bon. Mais n'empêche que, si on parle de la communauté des agriculteurs en général, c'est quand même bien celui-là qui est très majoritaire. Donc j'aimerais que Marc Dufumier parle un petit peu, puisque... Les agriculteurs aujourd'hui, alors c'est souvent des labellisés bio, il faut être honnête, donc je partage ce qui a été dit, hein, un pesticide naturel reste un pesticide, une agriculture biologique devra se perfectionner, ça on est bien d'accord. Il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, on peut montrer, alors, scientifiquement parlant, hein, l'agroécologie, je dirais la discipline des agroécologues pour montrer que les écosystèmes agricoles, certes pas complètement naturels, simplifiés, mais quand même pas trop simplifiés, c'est-à-dire maintien d'énormes biodiversité multiples, ça peut être hautement productif et hautement productif. Faire l'usage intensif de l'énergie solaire pour fabriquer l'énergie alimentaire. Pas de pénurie de soleil avant des milliards d'années. Faire un usage intensif du carbone, du gaz carbonique pour fabriquer nos hydrates de carbone, le sucre et l'amidon. Mais il y a pléthore de gaz carbonique. Les agriculteurs savent, avec la photosynthèse, intercepter ça, enfin les plantes, multiples, etc. Pareil, les protéines avec l'azote de l'air, ce genre de choses. Les champignons mycorhiziens pour aller chercher des éléments minéraux en sous-sol quand la roche est altérée. Aujourd'hui, on sait que scientifiquement, des formes d'agriculture alternatives qui vont nourrir la planète, chez nous avec des rendements moins, une valeur ajoutée supérieure, parce qu'il y aurait moins de coûts en intrants chimiques, mais une plus grande valeur ajoutée. Et cette valeur ajoutée, c'est justement ça le revenu de l'agriculteur. Sauf que, soyons clairs, c'est exigeant de travail. Il doit être correctement rémunéré. Le supplément de travail de cette agriculture artisanale, diversifiée, plus résilient, c'est conforme à l'intérêt des paysans. Hein. Il faut être très clair, le taux de suicide aujourd'hui, c'est j'ai investi dans 3 robots de traite, je découvre que l'usine de Carhaix, la poudre de lait, elle n'a pas fonctionné, elle a plus de la moitié de la capacité, je me suis endetté, maintenant on me dit que la poudre de lait c'est pas rentable, je fais 2 doigts du suicide. Mais il faut trouver des solutions et savoir qu'il y a déjà des agriculteurs qui pratiquent. C'est pour ça, moi, je suis aussi pour la dénonciation de toutes ces fausses informations qui nous sont diffusées là avec les chômeurs de doute, hein, je suis d'accord, et montrer que positivement, il y a des choses qui pourraient être mises en œuvre et des conditions politiques qui nous permettraient enfin de les mettre en œuvre de façon plus large. Alors moi, je vous dis tout de suite aussi quand même, je respecte le feu rouge, je suis très soucieux du respect de la loi, mais merci aux faucheurs volontaires quand même. Hein. Ils vont pas m'aider. Il y a des moments, il faut aussi savoir s'enfuir des gros. Voilà, les deux choses, mais positiver et dénoncer les deux choses à la fois. Le comportement du consommateur, les associations, c'est terre de lien, c'est les associations de parents d'élèves, c'est les AMAP, c'est une multiple association, et puis moi je harcèle les politiques. On est dans mon réflexion de tout à l'heure dépasse spécialement les agriculteurs, c'est pas les réfractaires. On est bien d'accord, on est bien d'accord. Les réfractaires, il y en a un peu partout et aussi beaucoup au lieu. Ensuite, les élus, bon, je le mettais à toute petite échelle, mais je sais un peu quand même comment ça fonctionne. Si on nous pousse pas aux fesses, c'est pas évident qu'on soit les premiers en ligne. En tout cas, je voudrais insister sur le fait que les agriculteurs actuellement sont des victimes dans ce système, il n'y a aucun doute, hein, et que ce qu'il faut faire, c'est les aider à pouvoir changer. Et ça, on pourrait le faire, c'est avec une réforme de la PAC, on pourrait le faire avec un certain nombre de choses, et on le fait extrêmement peu. Et je vous rappelle que le gouvernement actuel l'une des premières choses qui a été faite à l'instigation de son ministre de l'Environnement de l'époque, ça a été de faire des assises de l'alimentation. Qu'une fois que les assises de l'alimentation ont été mises en place, le gouvernement a décidé que ce ne serait pas le ministre de l'Environnement, mais le ministre de l'Agriculture qui en prendrait la direction. Et la première décision qui a été prise dans ces assises de l'alimentation, ça a été d'enlever des aides au bio. Alors tant qu'on a des politiciens comme ça à la tête de l'État, on a peu de chances que ça s'arrange. D'abord, il a fait un flop qui est relatif, parce que beaucoup de gens en ont entendu parler.
Moi, je pense que demander l'arrêt immédiat de tous les pesticides, c'est pas très raisonnable. Hein. Je vous avoue que moi, j'ai pas signé, justement, à cause de ça. Mais c'est vrai qu'on est dans une drôle de situation, parce que demander l'arrêt complet de tous les pesticides, c'est pas raisonnable. Quand vous regardez ce qui s'est passé avec le plan Ecophyto, qui a été lancé il y a une quinzaine d'années par l'État français, avec beaucoup d'argent, qui était mis avec un but très clair, réduire de 50% l'utilisation de pesticides en 10 ans. Le plan Ecophyto a reçu des millions d'euros, et ces millions d'euros ont tous été dépensés, et au bout de 10 ans, personne ne s'est posé la question de savoir ce que ça avait donné. Alors on a fait l'étude à la Fondation pour la Nature et l'Homme, et on a trouvé un résultat très clair. Donc, dans les 10 ans en question, ce qui s'est passé, ce n'est pas une réduction de 50% des pesticides, c'est une augmentation de 25%. Alors après, on a regardé ce qui s'était passé avec l'argent, et l'argent était parti pour tout, sauf pour empêcher les pesticides. C'est-à-dire qu'il y a eu 3% de cet argent qui a servi à baisser la quantité de pesticides, et tout le reste qui a servi à rien, voire même à favoriser les pesticides. Donc évidemment, quand on a comme ça des projets avec plein d'argent, et que c'est détourné par tout le système, et que le système agricole dans son ensemble, mais le système agricole piloté par les industriels, mais avec la complicité d'organismes comme l'INRAE, hein, on se retrouve effectivement dans une situation très difficile. Et actuellement, il y a un article du Monde, là, il y a 2 jours, de Stéphane Foucard, qui montrait que la réautorisation des néonicotinoïdes par les betteraviers avait été largement favorisée par des membres de l'INRAE, donc l'organisme qui s'occupe de recherche agronomique en France. Évidemment que l'INRAE, pour moi, il y a une évidence, si l'OMS a été tellement infiltrée par les mecs du tabac dans les années 60, 70, 80, 90, il est clair que l'INRAE, il y a sûrement des infiltrés de chez les marchands de pesticides. Et je pense que tous ces organismes devraient faire une chasse aux sorcières chez eux pour se débarrasser de ces gens-là, comme l'a fait l'OMS en 2000. Et pour le moment, ça n'est pas fait. Écoutez, l'OMS a réussi à le faire. Hein. On a réussi à le faire pour les marchands de tabac. Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas pour les marchands de pesticides. Les marchands de pesticides, ils font encore plus de mal que les marchands de tabac. Parce qu'au moins, le tabac, ça abîme surtout celui qui fume, un petit peu les voisins. Bon, le pesticide, ça abîme tout le monde. Écoutez, je ne suis pas un spécialiste de la conservation des produits après récolte. Je ne sais pas si Marc a des idées là-dessus. Est-ce qu'on peut éviter de traiter les silos? Donc, ce que dit Marc, c'est que les traitements préventifs sont les pires. Les traitements sur les champs préventifs, avant les... Voilà, les traitements curatifs, a posteriori, c'est moins grave, disons, voilà. Enfin, je voudrais vous dire qu'il y a une chose positive quand même, il y a un député que je connais un peu depuis longtemps, parce que c'est un scientifique qui s'appelle Cédric Villani, et on faisait plein de trucs ensemble avant, puis après il est parti dans des mauvaises directions, je l'ai laissé partir, et il y a peu de temps, il m'a recontacté, en me disant qu'il avait entendu des trucs que je disais sur les pesticides et qu'il voulait qu'on en parle, et qu'il avait donc compris que son orientation passée n'était pas bonne, et que donc il avait rejoint Delphine Batho. Hein, donc il est dans l'équipe de Delphine Batho maintenant, et donc il est à Delphine Batho, c'est la politique qui s'est le plus battue contre les pesticides que je connaisse depuis le début. Donc Cédric Villani est sur cette ligne-là, j'ai passé quelques heures à discuter avec lui, donc je ne vois pas les députés, mais j'en ai vu au moins un là bien. Et surtout, ce n'est pas n'importe quel député, parce qu'il est président de l'OPEXT, c'est-à-dire l'Office parlementaire des choix scientifiques et techniques. Donc, parce qu'au Parlement, il y a un office qui rassemble en gros tous les scientifiques et qui discute de ces questions scientifiques et techniques, et c'est lui qui le préside. Donc ça, c'est nouveau, parce que je peux vous dire que jusque-là, les présidents de l'OPEXT, c'était des pro-techno à fond. Hein. Donc on a, pour une fois, quelqu'un qui a une fibre écologique à la tête de l'OPEXT. Je ne sais pas ce que ça changera pour les députés, mais au moins... Enfin, en tout cas, lui, je sais que ça lui arrive de parler. Alors ce soir, d'ailleurs, il fait des Twitch. Si vous ne savez pas ce que c'est, renseignez-vous. J'en ai fait un avec lui il n'y a pas longtemps. Il est matheux et que moi, je suis biologiste et qu'on faisait des conférences ensemble voilà, dans le 93 Mais c'est vous qui votez pour eux. Bah ouais, bah quand même, vous pouvez leur parler. Mais vous avez le droit d'écrire à votre député. Vous avez le droit de lui dire, regardez absolument cette conférence de Marc Dufumier, là, elle est sur le web, regardez-la et prenez des décisions intelligentes par rapport à ça. Puis vous avez le droit aussi de regarder les programmes des candidats. On a quand même des programmes aujourd'hui qui sont extrêmement différents sur ces questions-là entre les différents partis, etc.
Bon, si jamais les gens regardent juste ce que raconte à la télé et puis lisent pas les programmes, moi j'y peux rien, mais... Mais il n'y a pas beaucoup de députés qui s'y reçoivent des centaines de lettres en leur disant que ce qu'ils ont fait c'est une grosse connerie, s'en foutent. Simplement, les citoyens ne le font pas d'emmerder leurs députés quand ils font des conneries. Alors écoutez, j'ai fait le contraire en fait. Je veux dire que j'ai arrêté depuis 2 ans, j'ai arrêté Sciences Po et j'ai arrêté une grande partie de mes cours à l'agro et à Normal Sup, j'en fais très peu maintenant. Et que je prends ma retraite en août, une retraite bien méritée après 43 ans, 45 ans de bons et loyaux services de l'État. Je continuerai à donner des conférences, mais les cours, qui supposent aussi de faire passer des examens, etc., j'en ai eu ma dose là, j'arrête. Alors quand je suis allé à l'ENA faire une conférence il y a quelques années, ils m'ont demandé combien ça rapporte la biodiversité. Voilà. C'est un jeu de mots. Est-ce que c'est ça la racine? Donc la gnose, c'est la connaissance, et A, c'est un A privatif. Donc rien à voir avec les agneaux au départ, mais ça me semble assez mignon. C'est très mignon. Écoutez, j'ai fait des conférences à Normal Sup, à l'agro, sur ces sujets. Mais c'est les gens qui seront des futurs dirigeants dans ce domaine, donc c'est quand même un peu important. Et mes conférences sont sur le web, le TEDx il est sur le web depuis 1 an. Je pense que les jeunes ils regardent beaucoup les trucs sur le web. J'ai pas de statistiques, mais...